Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui un thème extraordinaire qui est comment juger un jeu. Et aujourd'hui, pour nous éclairer sur ce thème, nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va ? Oui, très bien. La pêche, bonjour. la patate. La pêche, la patate. Aloïs. Ça va, bonjour. Vincent de chez Sci-Fi Universe. Vincent, Bonjour. ça va ? Vincent L aussi. Vincent L. Vincent C'est ça. L. Tu Comme caches dans ton Death nom, Note tu le fais volontairement ou... Non, je ne fais pas ça volontairement. Il y a eu tout un débat sur le site. Certains voulaient mettre le nom, d'autres ne voulaient pas. Donc du coup, pour uniformiser le tout, on a juste mis la première lettre de notre nom de Il y a un famille. rapport avec Death Note ou pas? Non, du tout. D'accord. C'est juste la première lettre de mon nom de famille. Ah Louis, excellente question. Et cette voix suave et sensuelle que vous entendez n'est autre que celle de Stéphane Gallo, qui est ni plus ni moins le rédacteur en chef de Casus Belli, la résurrection de chez Black Book Edition. Stéphane, ça va la pêche ? Ouais, très bien. Alors par contre, une toute petite correction, co-rédacteur en chef, puisque je partage mon rôle avec Didier Guizerix, qui est revenu pour la V4 chez Yes. Black Book Edition. D'accord, ok. Bah, c'est cool de nous annoncer ça. C'est dès le départ ? Alors non, juste Parce- avant, il y a eu la V3 où j'étais co-rédac chef avec Tristan Blanc. Ouais. Et lorsque le magazine a été repris par Black Book, nous avons tous les deux été co-rédac chef tout de suite avec Didier Guizerix. Voilà, c'est ça, parce que... D'accord, ok. Là, je comprends. Mais il est tout moins ça. présent sur les festivals, c'est la raison pour laquelle peut-être... Ouais, c'est ça, je pense aussi. Ça joue. Je suis persuadée qu'il a une voix un peu moins grave, donc du coup, on s'en souvient moins. Un peu moins C'est sensuel. possible, mais il a un meilleur coup de crayon, hein, il faut pas se leurrer. Alors, puisque vous êtes là, puisque en fait, nous aussi, Mon d'ailleurs... Dieu, mais d'où sommes-nous en train de faire ce podcast ? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je précise que ce podcast est enregistré aux Utopiales. Du 7 au 12 novembre à Nantes, Qui à ont la eu la Cité des gente- Congrès. qui ont eu la gentille... Mais, tu dis ça, mais le podcast sera diffusé Oui, après. mais Donc, c'est quand même là tous les ans depuis 13 ans et c'est toujours à la même période. Ah d'accord, ok. C'est toujours autour du 11 novembre. Et donc ils ont eu la gentillesse cette année de faire appel à nous pour couvrir un petit peu, faire de l'animation pendant l'événement. Donc on a des bonnes petites interviews, des bons petits podcasts qui vont être diffusés tout au long de l'année parce que bah voilà, le podcast c'est une fois par semaine et là on va en enregistrer plusieurs et celui-ci c'est le premier que vous allez entendre sur donc comment juger d'un jeu. Et comment est-ce que vous, Vincent, toi, Stéphane, comment est-ce que vous jugez vos jeux ? Vaste programme. Alors déjà, sur Sci-Fi, il y a un système d'étoiles, de notation. La notation. Alors déjà, on va se poser cette question. Est-ce qu'on peut noter un jeu ? Si oui, sur combien ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez... C'est-à-dire que nous, tout est uniformisé en fait. C'est-à-dire Sci-Fi Universe, c'est un site qui traite du cinéma, de la littérature, des jeux de plateau, des jeux de rôle. Ouais, Et les critiques sont toutes uniformisées. Donc c'est-à-dire qu'il y a une note. ouais, Par rapport à cette note, donc qui est sur 100%, il y a automatiquement un nombre d'étoiles qui est attribué. d'accord. Et donc du coup, il n'y a pas le choix, quoi. Quand Il je y a fais pas une le critique de jeu, je suis obligé de mettre une note. De toute façon, je peux pas valider ma critique s'il n'y a pas de note. Donc, j'ai D'accord, pas le ok. choix. Ah ouais, et donc toi, s'il fallait choisir, tu mettrais une note ou pas ? Ah oui, je trouve que oui, je Ouais, mettrai c'est une bien. note. Oui, bah ça permet tout de suite de voir. Parce que sur les critiques que j'écris, je me fais pas d'illusions. Je pense que la plupart des lecteurs lisent la conclusion et la note. D'accord, ok. Une petite minorité doit lire, à mon avis, Le tout plus et le corpus. moins, moi je sais que c'est souvent ce que Ouais. je lis, j'avoue. Comme pas mal de monde. Alors vous, comment ça fonctionne sur Casus ? Des notes aussi, des plus, des moins ? Alors sur Casus Belli, on a effectivement des plus et des moins. Par Ouais. contre, on n'a pas de notes. Et Ouais. c'est tout simplement pour forcer les personnes à lire la critique pour se faire leur opinion. Ça a été D'accord. la démarche inverse. On voulait que les personnes lisent la critique et ne se contentent pas de la conclusion, ou des plus et des moins, ou d'une note. Il y a D'accord. même eu un débat à un moment au sein de la rédaction pour enlever les plus et les moins. Mais ils ont été tellement réclamés par les personnes en ligne, sur les différents forums et lors des conventions qu'on avait pu faire, Ouais. qu'on a décidé de les garder. D'autant que, bon, après tout, c'est le choix du lecteur. Hein. Je veux dire, il a le droit de se contenter du plus ou du moins. Je pense qu'il passe à côté de beaucoup de choses. Ouais. Mais voilà, il a le droit de le faire. Maintenant, on ne veut pas inciter ce comportement. L'objectif, c'est vraiment que la critique soit lue en intégralité. Donc, on n'a pas mis de note. Et aussi pour une autre raison, je veux dire, qui est un peu moins avouable, c'est que mettre une note, et C'est chapeau pour Sci-Fi Universe, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est vraiment difficile. Il y a énormément de critères. Ensuite, est-ce qu'on va décomposer la note en interactivité du jeu, accessibilité, la qualité des illustrations, la qualité... Combien de critères on va poser, comment on va organiser le système, c'est extrêmement difficile. Et puis, ça prend de la place sur une page, l'air de rien. Donc, lorsqu'on va faire une critique en colonne ou sur une seule page, ça devient un petit peu compliqué d'organiser la chose. Certains jeux auront une note, d'autres n'en auront pas. Pourquoi ? Ouais. Autant sur Internet, c'est faisable. On a la place, on peut s'étendre, on peut prendre... Autant dans un magazine où la place est limitée pour chaque critique, l'air de rien, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Vincent, tu voulais intervenir ?
Oui, c'était juste pour dire que nous, sur Sci-Fi Universe, la rubrique jeu, c'est la dernière qui a été créée. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait des critiques sur le cinéma et sur les livres. Et si on a opté pour ce système-là, c'est pour tout ce qui est spoiler, en fait, pour les critiques de films ou pour les critiques de livres. C'est-à-dire que les gens peuvent juste lire la conclusion et les notes. Et une fois qu'ils ont été voir le film, lire le reste de la critique. Donc du coup, en jeu, fatalement, on est obligé de se calquer sur le même système, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ok. Et ça reste parfaitement cohérent aussi pour les critiques de campagne, où la personne ne va pas forcément lire l'intégralité et se contenter de la note pour savoir si oui ou non ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est complètement justifié. Mais vraiment, enfin, ça me paraît très très difficile et chapeau. D'accord. Alors c'est vrai que là on en a un petit peu parlé déjà avec toi, Stéphane. Toute la dimension subjective du jugement du jeu. Est-ce que vous pouvez dire elle est totalement écartée sur vos critiques? Non. Non. Enfin, moi, sur les miennes, elle n'est pas du tout écartée, quoi. Alors, est-ce que vous cherchez à l'écarter ou est-ce qu'au contraire, vous dites non, c'est subjectif, je l'assume et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, moi, quand je fais mes critiques, j'ai une trame de notation. Donc, sur 100% voilà. avec des pourcentages à chaque fois sur divers aspects. Ouais. Il y a toujours une partie qui est complètement subjective. C'est mon avis sur le jeu qui rentre en compte dans la notation. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire les différents critères que tu as établis? Oui. Alors, il y a, pour un jeu de rôle classique, quoi. Le background, le système de jeu, tout ce qui est forme, rapport qualité-prix du jeu. Ce sont les trois grands pôles. La présence ou non de scénario d'introduction et une note subjective. Alors, attends, je prends des notes en même temps. Background, système de jeu. Présence de scénario d'introduction. Ouais. Mise en page. Voilà, enfin, mise en page, qualité, rapport qualité-prix, voilà, et une note subjective. Donc, qui représentent pas toutes le même pourcentage, quoi. Il y a des aspects qui sont plus importants que d'autres, mais au final, ça fait 100%. D'accord. Et là, tu viens de faire une petite réflexion qui me plaît beaucoup. T'as dit c'est fait pour le jeu de rôle classique. Ça veut dire que tu peux pas juger des jeux de rôle c'est-à-dire que non, anarchistes avec ça? Non, c'est pas ça. Enfin, je me suis mal exprimé pour les livres de base de jeux de rôle, parce que quand je teste un supplément, je peux pas utiliser la même trame de notation. T'imagines, c'est-à-dire qu'une campagne, par exemple, qui n'aurait pas de système de jeu, tout de suite, elle serait notée sur 60%, quoi. Je comprends. Donc j'ai d'autres trames après pour les campagnes, pour les écrans de jeu. Enfin bon. Voilà, tu veux parler parce que oui, c'est ce que j'allais dire que ça. Les choses que tu as rassemblées là, le background, le système, la présence d'un scénar, la qualité, tout ça, c'est la qualité de l'objet, c'est des choses qu'on retrouve dans toute forme de jeu de rôle. Non, pas toute forme. Par exemple, quand je teste Donjons et Dragons 4, il n'y a pas d'univers, mais c'est voulu, quoi. Donc du coup, voilà. Donc pour les jeux où il y a juste un système, j'ai une autre trame. Mais ça, c'est la grande majorité des livres de base. Il y a ça, quoi. Il y a un univers, un système de jeu. Vous, Stéphane, sur Casus, vous êtes comment là-dessus? Vous avez des... Alors, sur Casus, sur la question de l'objectivité, on se force à une certaine objectivité, c'est-à-dire de juger de la qualité objective d'un jeu. Est-ce que les règles fonctionnent? Est-ce que l'univers est intéressant? À quel point il est bien développé? Est-ce qu'il est intéressant à lire? Puisqu'un jeu, ça se joue, mais ça se lit aussi. La qualité des illustrations, la mise en page de la maquette, tous ces éléments, on essaye d'en juger objectivement. Maintenant, quand je commande une critique, j'attends que mon critique me donne son avis dessus. Donc j'attends qu'il applique là aussi sa subjectivité. Donc on joue constamment sur la marge entre les deux. C'est-à-dire qu'on doit juger de manière objective de la qualité objective d'un jeu, mais en donnant évidemment son avis. On va pas rendre mécaniquement compte de ce qu'on a lu. D'autres sites le font très bien. Flavie. Moi, je vous entends pas mal parler, j'entends pas mal parler de lecture. J'avoue que ça me choque un peu parce qu'un jeu, ça doit être joué. Est-ce qu'on peut critiquer un jeu sans y avoir joué, sans tester le système de jeu? Alors, moi, je teste toujours. Je fais toujours au moins une partie test, Vincent, au minimum, avant de faire ma critique. Parce que je pense qu'on peut se faire un avis sur l'univers rien qu'à la simple lecture, sur le système de jeu rien qu'à la simple lecture, c'est pas possible. Et parfois, avec une seule partie test, c'est difficile aussi de se faire un avis sur un système de jeu. Alors, de mon côté. Ouais. Deux points. D'abord, j'essaie de tester au maximum les jeux que je critique. Ça me paraît évident. On est là pour tester un jeu, il faut voir ce que ça rend autour de la table. Maintenant, je ne crois pas que ce soit indispensable pour juger de la qualité d'un jeu. Réellement. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec un spécialiste qui crée des systèmes de règles, qui en a créé pendant 20, 30 ans, qui sait comment ça fonctionne, il peut directement, en lisant le jeu, voir comment ça va fonctionner. Il peut aussi en percevoir les failles, il peut voir ce que ça va donner. Et au-delà de ça, je veux dire,
lorsqu'on fait jouer un jeu de rôle, même quand on s'oblige à jouer le scénario d'introduction qui est dans le livre, en respectant les règles au cordeau, c'est-à-dire vraiment au détail près, on respecte tout ce qui a été dit dans le livre, chaque maître de jeu fait jouer sa propre vision de l'univers, ça intervient. On ne joue jamais un jeu exactement tel qu'il a été envisagé par les auteurs, même quand on fait des efforts pour essayer de le faire au mieux. Et donc au final, chaque maître de jeu jouera le jeu à sa propre manière. Sa critique sera nécessairement une nouvelle fois subjective et je suis pas sûr que du coup sa critique soit forcément meilleure s'il l'a testé. Un autre joueur réussira à débloquer une situation en fonction des joueurs qu'il a à sa table. Les situations seront différentes, certaines choses passeront ou non. Tu me fais penser à un gars qui aurait été chef d'orchestre pendant des années et qui rien qu'en regardant une partition de musique est capable de finalement l'entendre dans sa tête et entendre la musique. Il lit la partition, il entend déjà le concert et il peut déjà en juger de la qualité. C'est un petit peu la comparaison qu'on pourrait appliquer à ton raisonnement. Complètement. Alors qu'on pourrait appliquer à mon raisonnement, pas forcément à mes critiques. Hein. Comme je le dis, j'essaie de tester les jeux au maximum, puisque réellement il y a des choses qui Qu'est-ce que t'appelles tester au maximum? Est-ce que c'est un jeu sur 2 ou plutôt 3? Non, ça serait plutôt 7 sur 10, mais je vais pas faire jouer une campagne complète. Par exemple, quand tu reçois les montagnes hallucinées, si tu dois faire la critique dans le mois, tu peux pas jouer la campagne en entier, soyons honnêtes. Mais c'est pas possible de toute façon. Enfin, ça, tu peux tester un jeu, tu peux pas tester un supplément, quoi. Flavie, tu voulais intervenir. Voilà, il y a un truc qui m'embête depuis le début, c'est que j'aimerais bien qu'on sépare système de jeu et subjectivité. Pourquoi ? Parce que je suis capable de dire, par exemple, que dans Shadowrun, le système de jeu marche bien. Je veux dire, il marche bien. Par contre, moi, je suis partie des gens qui n'aiment pas Shadowrun. Tu vois ? Donc, je suis capable à cause du système ou à cause de l'univers ? L'univers, je suis incapable de jouer quelqu'un de méchant, ça me débecte. Voilà. Profondément. Donc je fais partie des gens que l'univers a rebuté parce que c'est des bad guys quoi. Enfin, mais par contre, je suis capable de me rendre compte que pour des gens qui aiment ce genre de système, le système il tourne bien. Donc même si la subjectivité rentre en compte quand on juge un jeu, je suis pas d'accord mais bon. Ouais. Sur le fait qu'il tourne bien ? Non. Ah, il a ses défauts. En fait, pour moi, le gros système de Shadowrun, en fait, petite parenthèse, c'est que le gros problème de système, c'est qu'il met sur le même niveau de fiction 3 échelles, en fait. L'échelle réelle, c'est-à-dire le mec qui fait de la baston avec ses cybermuscles et ses machins. Et des augmentations qui lui permettent d'aller plus vite, etc. Donc la réalité, on va dire, dure, physique. La réalité matricielle, qui a un autre niveau, et enfin pour finir la réalité magique. Et donc du coup, on se retrouve à un jeu dont le système met en œuvre 3 niveaux, mais 3 niveaux qui ont des interactions si tu veux fictives. Mais par contre, en jeu, au niveau du système, en fait, on s'aperçoit que non. Ce qui fait que, par exemple, on va être ici, on va jouer tous les 3. C'est censé être le gros point fort de Shadowrun, c'est qu'il y a 3 niveaux d'analyse. Mais toi, tu vas jouer, par exemple, Vincent, tu vas jouer le mec physique, toi, le magicien, et moi, le mec de la matrice. Et pendant que l'un va jouer, les 2 autres vont se faire chier. Ouais, mais je trouve que ça nous met bien dans l'ambiance de Shadowrun, tu vois. Enfin, de ce côté-là, pas de souci. Non, mais je trouve qu'on est bien dans l'idée, on se sent un petit peu prisonnier, on n'est pas capable de faire il y a une bonne synergie ce que t'apprécies dans le système de Shadowrun, c'est le côté compétences, le côté savoir-faire. Les personnages sont définis par des compétences, des savoir-faire qui collent parfaitement à l'univers capitaliste où on capitalise sur des savoir-faire et sur des compétences. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, pour moi, un système qui tourne, et là, j'en arrive à mon idée de comment juger un système de jeu, c'est un système qui permet à chaque joueur autour de la table de s'entendre sur ce que chacun d'entre eux est venu faire, de ce que chacun d'entre eux doit faire dans la fiction et en même temps en dehors. Et j'ajouterais aussi Stéphane. Que le système doit être en adéquation avec l'univers. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes séparent les deux choses. Pour moi, il doit y avoir un lien entre les deux. Ça doit être complètement cohérent. Maintenant, sur Shadowrun, je suis tellement Stéphane que moi, pour moi, le système, c'est l'univers. Donc, tu vois, je suis encore plus barré que toi. C'est-à-dire que pour moi, là, ce que je viens de dire, c'est quelque part, ça dit déjà des choses. Il n'y a pas eu un article sur ça il y a quelque temps? Le système, c'est l'univers. Tu parles de le Petit Peuple, tiens, oui. De mon article sur Petit Peuple, d'accord. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a derrière aussi une intention des créateurs de jeux aussi qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu m'avais dit Sans Exalogie, c'est un jeu qui est super simulationniste. Bon, bah, dans la critique, c'est raté, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, donc derrière. Alors, je vais te dire un truc, Vincent, c'est que Sans Exalogie est un jeu simulationniste. Mais ce n'est pas un jeu simulationniste au sens où tu l'entends. C'est-à-dire, simulationniste pour toi, c'est réaliste. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, moi, je pensais que les règles bien lourdes. Voilà, un jeu de simulation
simulation. Voilà. Ouais, mais par contre, c'est un jeu simulationniste dans la mesure où il prend une physique et il joue avec. Tu vois ce que- Oui, bien sûr, oui, bon. Et puis bon, mais bon, on joue sur les mots. Donc cela n'a rien à voir avec le thème. Et C'est si je comment peux me juger un permettre jeu. de faire un Je t'en tout prie, petit Stéphane. aparté sur Shadowrun. Bon, j'ai Ouais. été maître sur Shadowrun depuis la 2e édition, je continue à être maître. C'est un jeu que j'adore et il y a réellement ce problème. Je connais de nombreuses tables où le hacker est maintenant un PNJ pour éviter tous les problèmes. La Excellent. 4e édition a réglé en partie le problème grâce à la réalité augmentée. C'est-à-dire que le hacker reste, il est un peu ralenti tant qu'il n'est pas en plongée totale, et il peut continuer à agir dans le monde physique tout en faisant son travail, donc du coup, il y a des choses qui vont un petit peu mieux. Mais, soyons honnêtes, ça a toujours été un problème, et il reste prégnant. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis d'accord, mais la 4e édition a quand même pas mal corrigé les choses à ce D'accord, niveau. ok. Non, je sais pas à quelle édition on a joué. J'aimerais juste revenir sur un truc que t'as dit, Stéphane. Je pense que, alors, ce que tu dis, c'est finalement, lorsqu'un maître de jeu a de la bouteille, qu'il a de l'expérience, il est capable de se passer du test d'un jeu pour y jouer. Oui, D'accord. oui, complètement. Alors, Mais plus sur des jeux classiques, à la limite, Voilà. où il a l'habitude de créer. Je suis Parce complètement que d'accord. sur pense des qu'il y jeux a une un peu confusion. nouveaux, est-ce qu'il pourra vraiment voir c'est un truc qui Tout à marche fait. ou pas? Flavie. Enfin, moi, du coup, à la limite, il a créé des jeux à compétences toute sa vie. voilà, il Ok, sait très bien. d'accord. Il voit un jeu à compétences, il verra si ça Et marche. justement- Mais imaginons qu'il y a un jeu un peu indie américain là, Forgien. voilà, forgien. Comment il peut savoir si ça marche? Il a pas l'habitude de ce genre de système, en fait. Alors, d'abord, s'il y a une mécanique innovante à l'intérieur du système de jeu, il la repérera. Il connaît les mécaniques classiques, quelque chose qui sort de ce qu'il a l'habitude, il va le repérer immédiatement. Il verra, a priori tout de suite, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, et il peut aussi tester le jeu. Je dis pas qu'il y a obligation de ne pas tester les jeux, bien au contraire. Non, Il au faut les contraire. tester autant que possible. Maintenant, une personne qui fait des jeux depuis toujours et qui sait comment ça fonctionne et qui travaille sur les systèmes est, je pense, très sérieusement, capable de juger de la qualité d'un système de jeu sans le tester en réel. Il y a aussi des tests qu'on peut faire seul, c'est-à-dire tu fais pas une partie, tu testes le système de combat en simulant un combat entre 3 personnes avec les dés, etc. Et tu Ou vois de- très ou de vite te que l'imaginer. certains jeux ont des limites. Même en essayant d'envisager. On peut jouer aux échecs tout seul, c'est fort peu intéressant, mais on peut le faire. Et on peut tester un système de combat de la même manière. On peut tester presque toutes les mécaniques seul. Maintenant, évidemment, c'est pas très intéressant. L'idéal, c'est vraiment de tester le jeu en simulation avec des joueurs qui vont faire des choses qui n'ont pas été envisagées par le scénario, etc., etc. Mais voilà, pour ce point, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Sur les jeux narrativistes, un jeu comme Slay With Me chez La Boîte à Eux, Ouais. je crois qu'il faut impérativement tester pour voir ce que cela donne. Et Ouais. je pense qu'il faut impérativement le tester Alors- tel que c'est prévu dans le manuel, c'est-à-dire que tu lis le manuel au fur et à mesure que tu fais ta première partie. C'est un exemple très particulier, c'est un jeu qui est sans préparation, tu es censé lire le manuel à la personne en face et vous devez comprendre Exactement. en même temps comment ça marche. Bon, dans les faits, le test prouve que il vaut mieux avoir lu le manuel tout seul dans son coin avant. Et l'avoir un peu potassé, Ouais. pour le coup. Mais c'est un jeu très particulier qui mérite donc une critique particulière. D'accord, ok. Donc tu présentes quand même. Ah, ça c'est très intéressant. On sent dans ton discours, Stéphane, il y a l'idée que les jeux de rôle classiques, traditionnels, on va dire, et c'est pas un gros mot ici, hein, les cellules. Ah, au nous, contraire. On aime beaucoup le jeu traditionnel. Ah, mon Faut jeu, pas un de mes croire, jeux préférés, on- c'est Cthulhu, hein, donc. Voilà. Donc Toulouse, le on jeu l'appelle traditionnel, le Toulouse. on peut juger. Le vieux hein, avec le système de toc. celui qui marche pas. Mais on se marre bien quand même avec. Donc on peut juger d'un système à partir du moment où il présente des choses similaires avec des choses qu'on a déjà vues, on est d'accord, hein. Il faut quand même. Complètement, oui. Voilà. Alors moi j'ai un truc pour toi, c'est la distinction entre le système de jeu et le système de résolution. Aloïs parlait de mon article dans Petit Peuple, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaye de distinguer entre le système de jeu qui est qu'est-ce que chacun fait autour de la table dans la partie. Est-ce que toi tu joueras le rôle du maître de jeu et quel est ton rôle? Par exemple, tous les maîtres de jeu sont pas identiques. Par exemple, dans Vampire, le rôle du maître de jeu va pas être le même que dans AD&D. Par exemple, dans AD&D, il va préparer des pièges, il va préparer un donjon, etc. C'est pas le même rôle que dans Vampire où il doit préparer peut-être une trame, une histoire plus longue sur plusieurs décennies parfois. Ou ne pas préparer de trame et simplement préparer des PNJ qui Absolument. ont chacun leurs objectifs Et qui tout- sont différents. Un bac à sable, on va dire. Voilà, c'est la Complètement. différence. Alors que par exemple, le maître de jeu de Cthulhu va être plus là pour préparer une sorte de toboggan. Si on voit par exemple la campagne de l'Orient Express, tu prépares tes joueurs à emprunter un grand toboggan dans lequel il va se passer plein d'événements super. Donc, Ou on voit préparer que une enquête ouverte. le dans laquelle rôle les du gens vont maître se de jeu est différent. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi le système de jeu. C'est comment on s'entend autour de la table pour jouer chacun notre rôle. Et moi, en tant que joueur, par exemple, mon rôle à Cthulhu, c'est pas d'aller draguer un tel dans un bar.
Non, c'est de résoudre l'enquête que le MJ est justement en train de me proposer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'idée de contrat social. Vous avez déjà entendu parler de cette idée-là? Ouais, je vois Vincent, copine du chef. Oui. C'est ça. Ça, c'est le système de jeu. Et puis derrière, t'as le système de résolution qui est comment on va simuler les interactions physiques entre les objets physiques dans la fiction. C'est-à-dire, Comment on va éviter le pan t'es mort, non c'est pas vrai. Voilà, exactement, c'est ça. Absolument. C'est-à-dire, J'aime bien cette définition. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le pan t'es mort, non, c'est pas vrai, c'est ça. C'est-à-dire oui. comment on va éviter Le système de résolution, Ah oui. c'est l'arbitre. Enfin, c'est le vrai arbitre quelque part. du jeu. C'est un système d'arbitrage entre les objets physiques. Je pense que si un individu, un juge, donc le critique, connaît un système traditionnel, c'est-à-dire en fait, les jeux de rôle traditionnels ont le même système de jeu, mais aucun n'a le même système de résolution. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas tout à Alors, fait d'accord, c'est pas mais tout à je vois fait. où tu Il veux y a en des venir. variantes, mais tu vois où je veux en venir? Si tu connais le système de jeu d'un jeu, tu es capable de, je pense, de juger son système de résolution tout seul dans ton coin sans le tester. C'est ce que tu disais tout à l'heure en faisant ta partie Pas d'échecs. tout à fait. C'est pas seulement une question de connaître le système de jeu et le contrat social entre les joueurs dans ce cadre particulier, dans ce Stéphane. background particulier, vis-à-vis entre le maître et les PJ. C'est pas uniquement ça. C'est une question d'être capable d'identifier immédiatement dans un système. La métaphore tout à l'heure que tu employais avec le chef d'orchestre est la bonne. Être capable d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui sonne juste et ce qui ne va pas aller. Ouais. La faille que les joueurs pourront exploiter pour faire n'importe quoi, pour démultiplier la puissance d'un sort, ça se juge à l'expérience et en général on ne peut pas découvrir ce genre de faille en une seule partie quand on est un maître débutant. Il faut que quelqu'un ait mis le doigt dessus ou soit tombé dedans par accident. Mais il y a des jeux avec un système buggé. Je ne vais pas donner des exemples là tout de suite. Non, il y a des jeux avec des systèmes buggés. On voit Il y a très des bien jeux avec que- des systèmes qui marchent très bien. Luchadores, là qui est un exemple, c'est un système, j'ai pas besoin de le tester pour savoir que ça marche. Je visualise immédiatement comment ça va se passer autour de la table. J'ai quand même fait un test pour Luchadores. Mais j'avais pas besoin de tester. Je savais que le système de combat marcherait et il était pourtant très original. Mais c'était d'excellentes idées et qui marchaient. Oui, mais C'est ça- marrant parce que- Faut pas confondre système de combat et système autour de la table quand même. Voilà, Parce que c'est le ça. système de combat va pas me permettre de faire une histoire d'amour avec El Luchador. Vincent, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui, sur Luchadores, moi, j'étais pas persuadé que ça fonctionnerait par contre. Moi, Parce que je j'étais me pas- suis dit, Tu tiens, l'as je vais testé. essayer avec des gens. Bon, il y a des gens qui aiment le catch, très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Est-ce que du coup, ça va leur plaire? Mais à la lecture du jeu, non, j'étais pas sûr et certain que ça pourrait fonctionner. Et au résultat? Et au résultat, ça fonctionne. Alors regarde, si on entend ce que tu as dit tout à l'heure, Stéphane, en fait, c'est le système de résolution que tu as critiqué. Parce que tu es Le en train de système dire de résolution, comment oui, on est les bien joueurs d'accord. vont faire pour faire un sort de n'importe quoi, etc. Ben ça, c'est le système de résolution. C'est la physique du jeu qui marche mal. C'est le gameplay émergent dans le jeu vidéo. C'est le rocket jump qu'on n'avait pas prévu qui fait que le joueur il fait n'importe quoi, qui n'a pas été prévu par le programmeur. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec le système de jeu. Non, c'est le Parce que- système de Et résolution, justement, effectivement. moi je te le dis, si tu as un système de jeu qui dit, par exemple, la chose suivante, qui dit, lorsqu'un joueur essaye de dégénérer le système pour aller en dehors du propos du jeu, sanctionnez-le, ou au contraire dites-lui, bah non, si tu joues plus à ce jeu, et ben tu vois, ton écueil est évité. Imagine par exemple, tu as un sort qui fait tout et n'importe quoi, qui permet de cuire les pâtes. Bon, tu prends ce sort-là, et tu dis aux joueurs, oui mais attention, donc dans le système de jeu, il est bien précisé que tu dois créer des choses cohérentes avec ton personnage, par exemple, avec ce que sait faire ton personnage. Et ben si le magicien utilise ce sort pour ouvrir une porte, pour cuire des pâtes, pour gagner les 24 heures du Mans, pour voilà, bah tu vois, c'est plus cohérent du coup. Donc du coup, tu peux le sanctionner. C'est-à-dire que ton système de jeu va pouvoir t'aider à normaliser, à compresser, à affiner ton système de résolution. Par exemple, dans Sens, la physique peut être peut-être buggée, mais le système de jeu fait que tu peux faire que des actions cohérentes. Donc tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, mais il me semble que c'est le contrat social de base. C'est-à-dire les joueurs c'est ça. s'assoient autour de la table pour jouer à un jeu en particulier Voilà. qui a un univers Moi, qu'il ce faut que j'ai, respecter. c'est très bien. Si tu dis, si ton système de jeu, Romaric, c'est ce que moi j'appelle le contrat social, on est d'accord. Je crois qu'on est d'accord. Aloïs, tu Du voulais coup, j'allais intervenir? dire, t'es en train d'arriver sur les mécaniques d'approbation en fait. Oui, forcément. Mais justement, et ces mécaniques-là, eh ben, moi je fais Elles le sont pari pas qu'on peut notées pas, dans la plupart des un jeux juge ne peut pas traditionnels. les voir comme ça. Nous ici sur la cellule, Stéphane, on a une politique. C'est, tu n'as pas joué au jeu, tu fermes ta gueule. D'accord, quand Alors, même. pourquoi je vais t'expliquer. Donc mon principe qui va totalement contre ton idée, c'est que pour moi un jeu, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un livre. Pour moi un jeu, c'est une partie. Le produit du jeu, c'est la partie. Et tant que je n'ai pas vu une partie d'un jeu, Vincent est pas d'accord, c'est cool. On va discuter. Donc tant que je n'ai pas vu une partie produite par un jeu,
je n'ai pas vu le jeu. C'est-à-dire, en gros, tu me dis, voici Luchadores en me tendant la base du jeu. Je fais, non. Ça, c'est ce qui va me conduire, c'est le chemin qui va me conduire à Luchadores. Et Luchadores, c'est la partie. Mais c'est-à-dire que, du coup, pour toi, tu pourrais critiquer un jeu après avoir fait une partie en tant que joueur, par exemple? Ou est-ce que, selon toi, seul le maître de jeu, qui a vu donc la mécanique de l'intérieur et qui a lu le livre, peut le critiquer? Dans un jeu de rôle traditionnel, tu peux, si tu as joué en tant que joueur, ou si tu as joué en tant que MJ, dans les deux cas, tu peux juger le jeu. Pour moi, l'avis du joueur est très important. Il est très intéressant. Je pense dans une critique, c'est intéressant d'avoir, mais la critique doit être faite, pour moi, par la personne qui a lu l'ouvrage, c'est-à-dire qui connaît l'intention de l'auteur, qui a vu tous les rouages. Très intéressant. À la cellule, on a un politique strictement opposé. C'est-à-dire que, par exemple, Thomas Poussou va préparer le jeu, nous, on va le jouer, et c'est plutôt les joueurs, en général, qui parlent. C'est-à-dire que, au final, le maître de jeu dit, ah oui, alors peut-être que j'ai raté tel aspect. Tu vois, il va faire son mea culpa un petit peu, il va dire, ah, peut-être. Alors, Vincent. Oui, mais alors, toi, tu as l'avantage d'être sur un podcast où tout le monde peut s'exprimer. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais la même chose, mais tu dis, il y en a plus qu'un qui peut s'exprimer. Tu choisis qui? Le joueur. Parce que le jeu est fait pour un joueur. Il n'est pas fait pour un maître de jeu. Pour moi, c'est la différence entre donner un avis et réaliser une critique. Ah, excellent. Alors vas-y, donc est-ce que tu pourrais distinguer Aloïs, tu voulais intervenir? Moi, je voulais juste demander, est-ce que pour vous, une partie, c'est suffisant pour juger un jeu? Alors d'accord, ce sera une autre question, la mettre de côté, je la note Aloïs. Avis critique, c'est parti Stéphane. C'est-à-dire qu'un joueur qui a fait une partie de test lors d'une convention ou une partie organisée par son maître de jeu un samedi soir pour tester un jeu et voir ce qu'il donne, il va pouvoir se donner un avis sur l'expérience qu'il a vécue lui en tant que joueur avec un type de personnage parmi la multitude qui peut être créée dans le cadre d'un scénario, qui peut être le scénario d'introduction ou une création de son maître, et donc il aura vu un aspect du jeu. Lorsque tu lis l'ouvrage, tu es censé envisager, ou en tout cas les auteurs de l'ouvrage sont censés te proposer d'envisager tout le potentiel que le jeu a en lui. Et donc le critique doit faire une critique de tout, c'est-à-dire de la mécanique, des rouages, de l'univers, du potentiel du jeu, de tout ce qu'il peut rendre en partie. Et donc un test, une partie test, va permettre d'explorer un pan de l'univers ou différents pans. Ça dépend des aventures, ça dépend du temps que ça prend, ça dépend du type de jeu aussi. Il y en a qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins ouverts. Mais une partie ne permet pas de rendre compte d'un jeu, sauf de certains jeux très particuliers, qui peuvent être très courts par exemple. Et parallèlement, je pense qu'un joueur pourra donner un avis, mais ne pourra pas réaliser une critique complète. Dans une critique, tu dois décomposer tous les éléments du jeu pour arriver à en extraire la substance, pour finalement dire telle partie fonctionne, telle autre moins, etc. etc. Et j'ajouterais c'est juste quand tu fais une critique, si t'as masterisé le jeu, tu vas quand même demander à tes joueurs ce qu'ils en ont pensé. Tu prendras quand même en compte essentiel. Ce qu'ils ont dit. Donc de toute façon, tu prendras en compte l'avis des joueurs dans ta critique. Tout à fait. Mais il faut, et j'aimerais bien que dans les critiques on ait plus de place. Ils disent c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Si on avait plus de place, j'adorerais qu'on fasse une critique où on propose dans la colonne à un joueur de donner son avis sur la partie qu'il a jouée. Excellent. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Stéphane que quand tu es joueur, en fait, tu ne vois le jeu que par rapport au prisme du maître de jeu, quoi. Mais ton maître de jeu peut être complètement nul et passer à côté du jeu tel que le créateur l'avait envisagé. Alors je te cite un exemple qui va dans ton sens. Je vais apporter de l'eau au moulin de mes détracteurs, c'est ça qui est cool. Picatoulou nous a maîtrisé une fois sur le podcast de la cellule Lacuna. Alors, loin de moi l'idée de dire que Picatoulou est un maître de jeu nul. Au contraire. C'est un très bon maître de jeu. Au contraire, il a rendu le jeu bien. Voilà, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on arrive au cas inverse. C'est-à-dire où le maître de jeu va rendre le jeu très correct, très bon, parce qu'il va utiliser un certain nombre de techniques qui lui sont propres et qui vont finalement améliorer le jeu. Et du coup, nous, sur la cellule, on en a fait une super bonne critique et on a pris une volée de bois vert. Parce qu'on a plein de gens qui nous ont dit, mais non, mais le jeu, il est pas comme ça, vous l'avez joué, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Résultat, voilà. Donc, c'est pour apporter de l'eau à votre... Attends, t'en fais pas, j'ai plein d'autres arguments après. Non, mais pour te foutre dans la gueule après. C'est un exemple bien particulier puisque moi, je l'ai lu, je l'ai fait jouer, j'ai fait jouer plusieurs scénarios, j'ai adoré Lacuna du début de ma lecture à sa fin et j'ai adoré maîtriser à Lacuna. J'en ai fait une superbe critique dans Cassius et j'ai été très malheureux d'apprendre sur Cassius No que quelqu'un avait acheté Lacuna suite à mes conseils et avait été très déçu. Et voilà, c'est le truc que j'essaye d'éviter. C'est la raison pour laquelle je pousse mes critiques aussi à essayer de se montrer le plus objectif possible dans leurs critiques, même s'ils doivent donner leur avis. Parce que je ne veux pas que des gens, en lisant Cassius et une très bonne critique d'un jeu, conduisent des personnes à acheter un jeu qui va les décevoir. Et ça m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que j'ai fait une très bonne critique de Lacuna et quelqu'un était déçu alors qu'il a suivi mon conseil. Et voilà. Ça, c'est moche. C'est carrément, le pire, carrément. Et on est d'accord là-dessus que c'est le pire truc qui puisse arriver. C'est-à-dire que tu conseilles un jeu à quelqu'un et finalement il te dit mais non mais
Non, mais moi, je suis pas du tout rentré dedans. Pourquoi est-ce que tu m'as Et conseillé? non, en plus, le type a trouvé ça pourri, quoi. Donc, Bon, après, c'est, si tu sais que tes avis sont subjectifs, tu sais aussi que tu peux pas... et en général, je préviens. Je pense que la plupart des forumistes et des lecteurs de Casus savent aujourd'hui que je suis un très grand fan de Warhammer 40 000. En général, je commence certaines critiques en disant attention, là, les gars, on C'est parle un de fan Warhammer 40 000. qui vous parle. Vous savez. Ce qui, d'ailleurs, est accepté par certains lecteurs et est complètement détesté et refusé par d'autres. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'un fanboy fasse une critique, même s'il prévient avant qu'il est fanatique du jeu. Moi, je préfère, à titre personnel, que le critique prévienne quand il est fan d'une licence. Pour moi, ça dit juste, si vous avez aimé ça, vous pensez à plus ou moins comme moi, donc vous aimerez ou vous aimerez pas en fonction de ce que je pense moi. Et je pense que ça ajoute quelque je chose. suis un compétent pour vous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Dans un domaine particulier, par exemple le jeu vidéo, quelqu'un qui va faire la critique du dernier Silent Hill en disant qu'il est immensément fan des 2 premiers, Ouais. il donne une indication à tous les joueurs qui, comme lui, ont pu aimer les 2 premiers et n'ont pas aimé les suivants. Tout à fait. C'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça peut être mal vécu par d'autres personnes. Le critique n'est pas forcément censé avoir un passif, il est censé le juger pour ce qu'il est. Mais ça, c'est toujours la part de subjectivité, quoi. Vincent. C'est-à-dire que, bon, tu parlais de Warhammer 40 000, moi, c'est un jeu que je déteste, mais que je déteste vraiment. Sur Sci-Fi Universe, c'est pas moi qui m'occupe des critiques, parce que ça sert à rien, si tu veux, que je critique un jeu que, avant même d'avoir ouvert, je ouais. déteste. Ouais. Tu vois, c'est, Ouais, donc t'as toujours une part de subjectivité, quoi. Carrément. Et c'est un des autres aspects qui pose problème dans la critique, c'est que souvent les jeux sont critiqués par des personnes que Stéphane. ça intéresse, des personnes bienveillantes ou qui s'intéressent au projet ou qui voulaient absolument le lire, Ouais, mais qui en bon, avaient j'ai entendu envie de parler. vous dire que là, on touche à un problème humain. Les jeux de rôle sont forcément Oui, non, critiqués non, par non. des personnes, quoi. Oui, On c'est est intéressant. forcément subjectif. Mais dans Oui, le mais cadre là, c'est d'un intéressant de magazine. souligner ce biais. C'est-à-dire que, Ouais. effectivement, le jeu de rôle, c'est un jeu dans c'est un média dans lequel, un médium dans lequel tout le monde est très passionné. Et donc, les médias qui traitent du jeu de rôle comme Casus, comme Sci-Fi, ce sont des médias de passionnés. Ils font pas ça pour gagner des thunes. Et donc, du coup, bah, forcément, quand ils testent des jeux, bah, ils testent des jeux qu'ils Ah, mais ça me aiment, parce rappelle qu'ils ont pas envie de s'emmerder. comment dire. On peut Donc, des c'est fois, un biais. on peut des fois Non, en pas vouloir toujours. aux critiques de littérature, par exemple, qui disent. Mais c'est Ah, pas moi, pareil, ils mais ont plein de pognon. Mais c'est quand même pas là. Il y a quand même des choses. Je veux dire, quand tu vas critiquer un livre, si t'es fan, par exemple, de fantasy et que tu vas critiquer de la fantasy, tu seras quand même plus apte à aimer que si tu peux pas blairer de la fantasy et que tu vas critiquer de Non, livres de Mais fantasy. c'est alors pour là, ça on est que- dans un cadre particulier, c'est-à-dire que les Stéphane. revues littéraires critiquent très peu de fantasy, les revues littéraires en général mettent de côté tout ça comme littérature de genre, y compris comme le polar, mais ils ont de l'argent, c'est-à-dire que dans une revue littéraire, on va pouvoir des moyens. imposer un ouvrage à un critique en lui disant ce mois-ci tu critiques ça, ça et ça. Moi Des aujourd'hui, professionnels. comme les gens pas des sont payés à passionnés. coups de lance-pierre, je ne peux que rarement imposer des ouvrages. Je le fais. Parce qu'il y a des ouvrages qui ne trouvent pas forcément preneur, et parce que de temps en temps, je vais avoir l'avis particulier d'une personne sur un jeu spécifique. Ouais. Donc dans ce cas-là, je lui dis, voilà, ça c'est ton jeu pour ce mois-ci, je voudrais... Mais je peux pas le faire à chaque fois, et je sais que certaines personnes sont fans de certaines licences. Et puis on a le problème aussi des gammes qui sont des gammes extensibles. Tu prends une gamme comme l'Appel de Cthulhu, Pathfinder ou Shadowrun par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il faut que la personne ait lu l'intégralité de la gamme de manière à pouvoir maîtriser la Ah, chose c'est un autre- correctement. c'est très bien. Mais Trinité, oui, que tu cites en Oui. off-fly. Mais alors, très intéressant tout ça. Pour moi, comme dans le milieu du jeu vidéo, finalement, les lecteurs, les auditeurs doivent se dire, bah voilà, moi, j'ai écouté, j'ai lu vos magazines depuis le départ. Je sais qu'un tel, il a aimé les jeux que moi j'ai aimés, donc je vais suivre son conseil. Je prends Gameblog, par exemple, qui est le média que j'écoute pour le jeu vidéo. Je sais que ces gars-là, je sais exactement. Si Julot, par exemple, le mec dit ça, je sais qu'il y a ça qui va me plaire dans le jeu. Si Julien s'est dit ça, je sais qu'il y a ça qui va me plaire dans le jeu. Si Rahan dit ça, je sais qu'il y a ça qui va me plaire dans le jeu. J'ai mes critiques que je suis, et je sais que si eux ils aiment, moi j'aime aussi. Point. Oui. Il y a ce système-là Vincent. sur Sci-Fi Universe, en fait. Oui. Tu peux cliquer sur Oui. l'avatar, Pour en fait, voir, du critique, effectivement. pour voir l'historique de ce qu'il a fait. Et c'est voilà. Et ça c'est le C'est un truc qui n'existe pas encore pour le papier. ouais, Pas mais encore. bon. Mais bon, sur le papier, c'est pareil. Les gens qui achètent Casus, c'est des abonnés déjà. Enfin, en partie. C'est des Bah, gens qui se sont abonnés, donc ils vont connais pas suivre. tous, Ils vont tous ceux suivre qui l'historique achètent du magazine. Surtout Aujourd'hui, il y a maintenant que c'est plus en 1200 kiosque. abonnés. Ouais. Donc c'est 1200 abonnés aujourd'hui sur un tirage de 5000. Donc il y a beaucoup d'abonnés, ils connaissent le magazine, ils le suivent. Et puis on a des rédacteurs qui étaient là dans les précédentes générations du magazine, donc Ouais. ils sont très connus. Les La sommités. plume de Tristan Lhomme ou la plume de Philippe Rat sont très suivis. Les gens savent ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont Absolument. fait. Et en fait, pour revenir à quelque chose dans le magazine aujourd'hui, plus que l'objectivité d'un rédacteur, j'attends de lui de la compétence.
Pour chaque jeu, je vais essayer de mettre la personne la plus compétente, celle qui connaît le mieux ce système, ce type d'univers, ce type de jeu, ou la personne qui me l'aura réclamé, puisque quelquefois on a des curiosités, des jeux qui nous appellent du pied. Alors maintenant, sur la capacité de ton compétent, de ton rédacteur compétent, à juger d'un jeu avant la partie, ça, moi, je trouve que c'est la vision du gars qui lit la partition et qui entend la musique. Moi, je la conteste quand même. Hein. Je trouve que, ok, pour le jeu, c'est trop complexe. Ça dépend des gens qui sont autour de la table, de comment la partie va être mise en place, des conseils qui sont donnés, de la musique d'ambiance qu'on nous demande de passer, des inspirations du jeu. Il y a tellement de choses. Et moi, de mon côté, je vais contester tout à fait autre chose. C'est-à-dire que tu dis que pour toi, seule la partie compte. La partie, absolument. Pour moi, l'objet livre est un élément très important. C'est-à-dire qu'on doit aussi juger de la qualité du livre, de ses illustrations, de son maquettage, du plaisir de lecture, parce qu'un bouquin de 400 pages, faut quand même se l'envoyer s'il est mal écrit, et si c'est désagréable, et si on prend du temps, voir si les règles doivent être lues 2 ou 3 fois avant d'être complètement comprises. Pour moi, c'est un élément qui est très important, et je demande à mes critiques de juger de ça aussi. Parce que un livre de 60 pages qui est une plaie à lire, il faut le signaler, même si derrière, la partie est extrêmement plaisante. Aloïs. On en revient au fétichisme de l'objet du rôliste. Absolument. Et là, je vais te dire un truc. C'est ça qui m'ennuie, moi, dans cette affaire. C'est que, mais je suis d'accord avec toi. Ce serait mieux que le jeu de rôle, ce soit beau, qu'il y ait des belles illustrations. Ce serait super. Le problème, tu vois, c'est qu'on vit on travaille sur un média qui n'a pas les moyens. On peut pas s'offrir ça. Alors, l'illustration n'est pas au centre. La maquette non plus. Mais lorsque la maquette est pédagogie, ça doit être signalé. La pédagogie aussi de l'auteur est à signaler. Je vais donner un exemple très précis. Analyze, qui a été critiqué par Shylock. Shylock a lu le jeu et il l'a détesté. C'est-à-dire que vraiment c'était écrit, le ton était pompeux, il y avait énormément de choses, et il l'a testé et il s'est trouvé que en partie c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça marchait super bien, ils se sont régalés avec ses joueurs. Les deux parties du test sont très importantes. Qu'il rende compte de sa lecture et des difficultés qu'il a éprouvées et de l'agacement qu'il a eu devant certains passages de l'ouvrage, c'est important. Parce que les autres lecteurs, les futurs maîtres de jeu, vont vivre ça aussi. Et qu'il rende compte également de la qualité de la partie qu'il a vécue ensuite. Je pense que les deux sont indissociables et sont très importants. Très bien. C'est-à-dire que pour toi, il faut distinguer deux choses. Premièrement, le matériel qui mène à la partie, et moi j'ai envie de l'appeler un matériel. Mais tu peux l'appeler un matériel. Voilà. Alors, le matériel, on va le juger comment ? Le côté pratique, la pédagogie, la beauté éventuellement, c'est ça que tu as l'air de dire. La beauté si éventuellement, oui. Si c'est bien écrit, oui, Vincent. bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui, la beauté. Le matériel. T'as un rapport qualité-prix, quoi, derrière. Voilà. Qui dépend de la beauté, entre autres. Qui dépend de la beauté, entre autres. Du matériel. Le dernier de Mathieu Gabory. La chronique des Féales. La chronique des Féales. Dites-moi, il y a des moments de fiction qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Le bouquin, il est beau à tenir. En plus, il est agréable à lire. Voilà. Et en plus, les parties sont pas dégueu. Enfin... Donc ça, c'est le matériel. Moi, je l'ai trouvé chiant à lire, moi. Moi, j'ai adoré, moi. Par contre, en partie, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Faut aimer Gabory. Il y a quelques, enfin, sur le site des chroniques, enfin, le forum avec la partie chronique des Féales, il y a quand même pas mal d'errata qui ont été faits parce qu'il y a des coquilles qui gênent dans le système. D'accord, ouais. Faut penser à aller les consulter pour tous les jeux, je pense, parce que sinon on arrive sur des choses qui peuvent être mal expliquées ou mal conçues, mais qui sont en fait juste des erreurs d'inattention à la relecture ou autre. Donc c'est pas vraiment, on joue pas vraiment au jeu que les personnes veulent nous faire, auquel les personnes veulent nous faire jouer. Mais là on est vraiment dans la partie matérielle, hein, on est d'accord. Et puis ensuite il y a la partie réalisation, j'ai envie de dire, et là on arrive dans la partie en fait la partie elle-même, c'est-à-dire comment ce matériel, une fois qu'on l'a assimilé avec toutes les difficultés que ça implique, ou au contraire toutes les facilités, hein, il y a des matériels qui doivent être signalés. Je veux dire, quelquefois on tombe sur un jeu où on l'ouvre, on le lit, ça se fait très rapidement et avec beaucoup de plaisir, on voit immédiatement ce qu'on va pouvoir jouer, et en plus on a un scénario d'introduction qu'on peut lancer tout de suite. Là on a tout le matériel, on a juste à se poser, appeler les joueurs et on peut commencer. D'accord. Alors, c'est à signaler quand les choses sont faciles aussi. Premier point, oui. Alors là, moi, je suis d'accord avec. Là, a priori, là, on commence à tomber d'accord. Le seul problème encore dans le discours que tu tenais tout à l'heure, Stéphane, c'est que je trouve que si on juge trop le matériel sur des critères esthétiques, est-ce qu'il y a du joli papier, est-ce qu'il y a une couverture cartonnée, ça met trop en valeur les éditeurs qui ont du pouvoir et de l'argent. Ouais, par exemple, pour My Life with Master, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup.
Ouais. C'est un jeu qui est en petit format, papier, noir et blanc. Enfin, techniquement, il peut pas combattre une édition cartonnée. Son prix est en rapport avec la qualité du matériel. Stéphane. Ouais, très bien. Et Vincent, tu voulais dire la même chose? C'est tout à fait ça, ouais. Son prix en Rapster My Life with Master, tu le paierais 60 €. Ouais. Il y aurait Par quand contre, même un je pense problème, qu'il aurait quoi, bien quelque mérité part. 4 € en plus. Hein. Enfin, ça aurait Alors pas là, été... moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le prix, on peut pas le fixer sur la beauté de l'objet. C'est les qualités des parties et qui Oui, tu peux l'amènent, pas mais quand même le payer 60 € le bouquin. Enfin, c'est pas Si, possible. Attendez. Je suis pas d'accord, là, tu le juges vraiment sur la qualité de l'objet à un moment donné. Réellement, quoi. Enfin, je veux dire, t'as un marché du jeu de rôle, tu vois à peu près, quoi. Enfin, suivant si y a une couverture cartonnée, si c'est couleur, si c'est noir et blanc, enfin bon. Si le jeu va se déliter en quelques jours ou s'il va tenir des années dans ton étagère. Aloïs. Moi, enfin, je les rejoins relativement en ce que, ayant acheté Polaris, ça m'a vraiment ennuyé de payer 50 € pour un livre en noir et blanc, papier même pas glacé ou rien. C'était D'accord. vraiment le minimum. Ok. Et ils font payer le prix quasiment maximum qu'un jeu de rôle puisse réclamer. Moi, l'image que j'ai en tête, si vous voulez, c'est le cas du jeu vidéo, par exemple. Vous vous retrouvez avec, Là, c'est du à chaque volet. fois, on a le même matériel. C'est un CD dans une boîte, d'accord, on va dire. Mais, à l'intérieur, il y a la partie. Et la partie, sa longueur, est-ce que ça dure 15 heures, ou est-ce que ça dure plutôt 60 heures, ou ce genre de choses. C'est là-dessus qu'on va le juger. Mais très vite dans le jeu vidéo, le marché va déséquilibrer les prix. C'est-à-dire que tu vas avoir des jeux qui vont coûter pas très cher en occasion, et les bons jeux qui restent et qui durent longtemps, ils vont conserver un prix assez élevé. Mais au final, qu'est-ce qui fait la diff? C'est le boîtier et le beau CD, le bel emballage? Ou c'est la qualité de la partie? Ah, c'est quand même différent. Enfin, tu peux pas juste t'arrêter au boîtier par rapport à 400 pages d'un livre de jeu de rôle. Mais j'ai envie de dire que c'est la même chose dans le jeu de rôle. Non, du tout, puisque Stéphane. ton matériel, finalement, tu l'as directement dans les sur cordes ton un écran. peu, hein. Je sais pas si ça tient tout ce que je raconte, mais j'essaye de... L'idée, c'est que dans un jeu vidéo, de toute manière, il y a une équipe Stéphane. graphique qui va travailler. Un jeu pourra avoir un gameplay d'enfer et des graphismes complètement pourris. Et on va juger de la même manière un jeu de rôle qui peut avoir un gameplay d'enfer, mais une présentation complètement pourrie. D'accord. Et il est important de le signaler. Et il faut pas oublier que le matériel qui se trouve dans le livre peut être utilisé. Les illustrations qui se trouvent dans le livre, les cartes qui se trouvent dans le livre, les aides de jeu qui se trouvent dans le livre, peuvent être du vrai matériel de jeu, c'est-à-dire qui est employé en partie pour soutenir l'ambiance, pour apporter quelque chose. Il peut y avoir je pense à des campagnes Cthulhu où il y a des indices directement qu'on peut photocopier et voir qui sont directement remis, et ce sont des aides de jeu qui vont être remises aux joueurs. C'est important. C'est pas uniquement du matériel qu'on peut... C'est pas le CD... Ce n'est pas que ça. Ça entre aussi en ligne de compte directement dans la partie. Dans les bestiaires aujourd'hui modernes, sur des jeux comme Pathfinder ou sur Donjons et Dragons, on a une illustration de chaque monstre. L'air de rien, ça soutient très bien une description du monstre faite par le maître de jeu. D'accord. Et en ça entre directement en scène dans la partie. On n'est plus seulement dans le matériel. D'accord. J'ajouterais même que ça permet à tout le monde de voir la même chose quand tu montes l'illustration. Ça, ce qui est important, notamment pour les descriptions poulpiques. Intéressant. Moi, le point auquel je voulais venir, c'est que le jeu vidéo, tu peux pas le juger de la même manière qu'un jeu de rôle, tout simplement parce que tu connais pas la physique qui est derrière. Tu sais pas comment il a été programmé, tu sais pas quelles règles régissent tel saut, tu sais pas, tu les comprends au fur et à mesure, mais t'as pas un livre de 400 pages qui va t'expliquer si tu fais ça, ça fait ça. Dans le code. Ouais, d'accord. C'est comme si on te fournissait là, dans le jeu de rôle, on nous fournit que les lignes de code, en fait. On nous fournit la ligne de code et c'est à toi de... On nous fournit pas la télé, on nous fournit pas la manière d'imaginer les choses. Si tu prends le jeu de rôle si tu veux mettre le jeu de rôle au même niveau que le jeu vidéo, faudrait que t'enlèves le livre de base et que la partie te soit donnée directement comme ça, elle apparaît dans ta tête quasiment. Je suis d'accord. Il faudrait que la partie soit donnée directement par un maître unique objectif pour toutes les tables de la Terre. Voilà. Très bien. Putain les gars, vous répondez bien, Vincent. Mais encore une fois, là où je te rejoins, c'est que l'objet n'est qu'une partie de la critique en fait. Moi, si je prends l'un des pires jeux, enfin des jeux que j'ai vraiment détesté ces dernières années, c'est Anima. Je t'apprécie énormément. Anima, visuellement, il y a rien à dire. Oui, T'achètes un beau livre, t'en as pour ton argent, et après, tu le lis, et là. Et quand bien même l'ouvrage est magnifique, la critique sera pourrie, puisque dans le fond, la qualité de l'ouvrage n'est là que pour soutenir la qualité du jeu, qui prime surtout. Ouais, d'accord. Et encore, si vous regardez bien les illustrations, elles ne sont pas si jolies que ça. Donc c'est intéressant. Et en fait, si tu veux qu'on s'affronte
Vincent et moi, il faudrait qu'on parle des ouvrages Warhammer 40 000, puisqu'il déteste, j'adore. La qualité graphique est indiscutable, je pense. Et là, on discuterait véritablement du fond, c'est-à-dire du jeu, de la partie telle qu'elle se déroule, de la glorieuse variété de l'univers, etc., etc. Je peux parler de quelque chose. Stéphane. Pour l'empereur. Je peux parler de quelque chose qui a, là, ici, en fait, ce qui va vous opposer, c'est la troisième partie dont on n'a pas encore parlé, mais je voudrais qu'on finisse d'abord sur le matériel et la partie. C'est la question du propos du jeu. Qu'est-ce que le jeu nous propose de faire et quelles sont ses valeurs, les valeurs qu'il défend. Je pense que Vincent, il y a une affaire de valeur, non, derrière Warhammer. Il n'y a pas une question que friter des... Alors, Warhammer, je les ai jamais lus, en fait. J'ai juste été joueur et je me suis toujours fait chier, en fait. Sur lequel les 3 jeux de la gamme? Sur Dark Heresy. D'accord. Des 4, n'oublions pas Black Crusade qui arrive. Oui, mais il est pas encore là, donc il y a peut-être pas joué. En VO, il est disponible. Ceci dit, les valeurs restent quand même importantes. Il y a toujours une note d'intention à un moment donné où on te dit, voilà, à quoi tu vas jouer. Bon, ce qui est important pour moi, c'est de jouer à un jeu, quoi. Tu vois, par exemple, quand j'ai découvert Sens Hexalogie, on m'avait donné le PDF en me disant, lis ça, tu vas voir, ça va te plaire, c'est prise de tête comme tu aimes. Et donc, du coup, je l'ai jamais lu, quoi, parce que pour moi, un jeu prise de tête, voilà, quoi, et c'est quand j'avais assisté à une partie où je m'étais dit, mais en fait, c'est plutôt marrant comme jeu, ça a pas l'air d'être prise de tête. Donc là, je l'avais lu. Donc, quelque part, oui, il y a quand même une note d'intention de l'auteur qui donne plus ou moins envie de jouer de jouer le jeu ou pas, quoi. C'est important dans un jeu, mine de rien. Oui, absolument. Oui, mais elle peut le desservir. Pour moi, fondamentalement, le jeu doit être un jeu, c'est-à-dire qu'il doit d'abord être jugé en tant que jeu, en tant que divertissement. Il n'est pas nécessaire que le jeu propose derrière des valeurs, un propos particulier. Je veux dire, quand on joue à Shadowrun, pour reprendre un exemple dont on en parle plus tôt, on est là pour faire du cyberpunk et se régaler dans un contexte cyberpunk. On n'est pas là pour énoncer des valeurs morales ou pour apprendre quelque chose. On est là pour divertir fondamentalement. Attends, ça dépend aussi quel genre de joueur tu es, hein, parce que si t'es comme moi, je suis désolée, moi ce jeu il me débecte à cause des valeurs qu'il véhicule. Il n'est donc pas pour toi, tout simplement. Oui, c'est bien ce que je dis, ça dépend du type de joueur que tu es. Mais la note d'intention peut desservir. Je pense à Monostatos, qui est un jeu que j'ai trouvé très intéressant, mais dont la note d'intention, je trouve, dessert le jeu. Argumente, parce que ça intéressera Fabien, je pense. Oui. Vas-y, argumente. L'intention fondamentale de Monostatos, qui est de proposer une métaphore de notre société dans laquelle il serait question de se libérer d'un conformisme aliénant. Oui, tout à fait. Et je trouve trop prégnante dans l'ensemble de l'univers tel qu'il est décrit. Et en soi, l'univers est très intéressant, mais une fois que cette clé a été donnée, certes, elle va permettre au maître de jeu d'éclairer toutes ces parties avec la vision que l'auteur voulait lui donner. Mais elle emprisonne le jeu dans un schéma qui empêche d'en tirer tout le potentiel qu'il aurait pu avoir pour les maîtres et pour les différentes tables. D'accord. Okay. On est dans un jeu qui a trop voulu véhiculer une pensée qui, certes, est noble, mais le jeu a trop voulu véhiculer une pensée. De défendre un propos unidirectionnel, on finit finalement par dégoûter les gens qui ne soutiendraient pas ce propos et donc à le rendre, à le proposer à des gens qui sont déjà d'accord avec lui. Du coup, on est vraiment dans ce que proposait l'auteur. Du coup, le jeu pourra pas dévier vers quelque chose que l'auteur ne voulait pas. Ouais. Ce qui est dommage. Le jeu devrait être entre les mains des joueurs et non plus entre les mains de l'auteur. Dans ces cas-là, tu te contredis puisque tu dis que pour qu'un système marche, il faut qu'on puisse le jouer un peu même si le plus proche de ce que l'auteur avait prévu. Et dans ces cas-là, ça c'est la manière dont un test doit être réalisé, de manière à voir si les règles telles que l'auteur les a prévues fonctionnent. Ensuite, chaque maître de jeu doit prendre en main l'univers, le développer, pouvoir le malaxer comme il le souhaite. Moi, je trouve, alors Monostatos c'est un cas particulier. J'ai trouvé le jeu très intéressant, le système intéressant. Stéphane, pardon. Je trouve qu'il a de grandes qualités. Mais je trouve que le propos de l'auteur, ce qu'il a voulu donner comme valeur au jeu, comme propos au jeu, et il a voulu utiliser le jeu comme moyen de véhiculer une information et une pensée qui, comme je le dis, est noble et intéressante. Le problème, c'est pas que ça va dégoûter les personnes que ce propos n'intéresse pas ou qui y seraient opposées. Le problème, c'est que ça oriente le jeu dans une unique direction et que ça nuit à tout le potentiel qu'il aurait pu avoir si on avait voulu le libérer finalement du propos de l'auteur pour en faire quelque chose d'autre. Il y avait la même chose dans Amnesia aussi, il me semble. Il y avait une note d'intention. Le jeu commençait pareil sur une note d'intention un peu identique des auteurs, quoi. Et moi, ça m'avait pas vraiment donné envie d'aller plus loin, quoi. De souvenir dans Monostatos, fort heureusement, la note d'intention est tout à la fin. Voilà. Donc c'est vrai que tu lis avec grand plaisir tout le reste et t'arrives à ça et tu te dis c'est dommage. Voilà, il y a un truc en trop. Oui, moi justement la note d'intention, je pense qu'il faut la mettre à la fin pour éviter que n'importe qui tombe dessus en feuilletant les premières pages, parce que ça peut garder des surprises. Genre,
j'ai pas d'exemple précis en tête, mais Fabien, le jeu de Monostatos a une thématique forte. Sur un jeu avec une thématique un peu plus faible, je pense que la note d'intention peut avoir son intérêt pour orienter, mais faut pas oublier que par exemple c'est la proposition du jeu, ça t'empêche pas de faire quelque chose à côté. Il faut pas oublier que maintenant, pour moi, c'est donner des détails sur la couleur en fait, la note d'intention. Maintenant, la note d'intention, elle n'existe plus uniquement dans le jeu, quoi. Faut pas se mentir avec toute la communauté internet. Enfin, on découvre jamais un jeu totalement vierge. On a toujours lu des choses à droite, à gauche dessus, et enfin voilà. La note d'intention des auteurs, elle se trouve pas uniquement dans le jeu, quoi. Ouais, donc tu fais ta critique aussi par rapport à ce que tu as pu lire et à ce qu'ils ont pu écrire, quoi. Ouais. Et ensuite, il faut bien comprendre la note d'intention, c'est pas forcément quelque chose qui va restreindre l'univers du jeu. Ça peut être aussi une explication de l'intention des joueurs et de voilà comment on pourrait le jouer. La note d'intention de Luchadores, je trouve, qui est à la fin avec l'intention que voulait quand les auteurs disent qu'il n'est pas question ici de faire une parodie, mais vraiment de rendre un hommage et où ils expliquent ce qu'ils ont voulu faire avec Luchadores, c'est très réussi. La note d'intention de Tenga, de Jérôme Larrey, est très réussie et permet réellement de comprendre ce à quoi tend le jeu et comment on peut en tirer tout le sel. Et je trouve qu'elles sont réussies. Je trouve que dans Monostatos, qui est remarquablement, bien écrit, c'est vraiment, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, je trouve que la note d'intention à la fin dessert le jeu. Peut-être par maladresse. Alors, moi je pense que c'est parce que vous avez pas la même conception de ce que doit être un jeu. Fabien et toi. Je commence à te connaître un petit peu, du coup, par le biais de ce podcast très intéressant. Je pense que Fabien a une vision du jeu en tant que produit de la pensée d'un artiste et d'un auteur. Et à partir de ce moment-là, l'idée c'est que le jeu doit servir ce propos et doit amener les joueurs à découvrir la pensée d'un auteur au sens où un livre de théorie ou un livre de philo ou ce genre de choses pourrait t'amener à découvrir la pensée d'un auteur. Autrement dit, il propose d'expérimenter un propos politique, un propos philosophique à l'égard du monde, Fabien. Et c'est ça qu'il veut faire avec Monostatos. Alors, moi je pense que c'est assez vrai et je pense qu'il tente de faire de son jeu un média. Absolument. Et non un divertissement. Tout à fait. C'est un moyen pour pousser ses joueurs vers une épiphanie, vers une très bonne compréhension. Il le revendique et il réussit, je pense, son objectif, mais ça dessert le jeu en tant que moyen de divertissement. Ça transforme le jeu en un média d'instruction. Alors ça c'est très intéressant. Et lui il te répondrait oui mais je m'en fous que c'est pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire moi mon but c'était pas de faire un divertissement. Alors je vais t'expliquer pourquoi, parce que dans le vocabulaire de Fabien, le mot divertissement, et dans le mien également, signifie quelque chose qui nous éloigne des problématiques existentielles à seule fin de soulager notre souffrance d'exister. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors moi, dans mon esprit... Et c'est sa esprit, définition, divertir. Tu vois ce que je veux dire ? Le jeu est d'abord là pour divertir, et idéalement, il peut divertir et instruire à la mode racinienne et tout le reste, etc. Mais en réalité, la première fonction du jeu est de divertir. Et il ne doit pas échouer à cette mission s'il espère faire quoi que ce soit d'autre. La première mission est de divertir, le reste vient ensuite. Je crois que Monostatos divertit quand même très bien. Enfin... Moi, j'ai fait des parties. Non. Vous découvrirez ma critique. Il y a juste un autre élément. Monostatos, je pense que c'est un formidable outil de création, mais que c'est un formidable outil de création dans lequel finalement le plaisir de jeu, le fun, est minoré. C'est un excellent outil de création nouvelle quelque part. Je me dis que ça pourrait être très bien utilisé pour créer quelque chose, des nouvelles, de manière collaborative, mais je suis pas sûr que j'ai pas trouvé de grand plaisir de jeu. Ça dépend le type de joueur que tu es. Donc tu l'as testé, Monostatos ? C'est vrai. Oui, je l'ai testé avec des joueurs. Parce que si t'es un joueur qui aime bien justement créer des histoires à plusieurs, ce jeu-là marche bien. Je voudrais juste dire que il vient de faire un compliment à Fabien en fait, parce qu'il dit en tant que jeu, le jeu échoue. Mais en tant qu'œuvre et en tant qu'instrument créatif, le jeu réussit. Fabien, il va adorer ta critique. Il va dire, ok, très bien. Il va te dire, Stéphane, je suis très content que t'aies pas trouvé que ce soit un jeu parce que moi je l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait comme étant une œuvre. Tu dis c'est une œuvre, ce n'est pas un jeu. Mais du coup, moi j'ai été déçu. Moi j'attendais un jeu. Toi t'attendais un jeu. Je comprends. Voilà. Alors voilà. En même temps, il le vend comment ? Comme un jeu ? Comment il vend son produit ? Ça faudrait peut-être demander à Fabien. Je sais pas. Pour moi, Monostatos, il le vend comme un jeu de rôle.
Mais c'est vrai Narrativiste qu'avec non pas comme un jeu de rôle narrativiste, pas du tout. Non, il le vend comme un jeu de rôle tout court. Mais c'est vrai qu'avec Frédéric, ils ont détourné un peu la notion de jeu de rôle au sens où eux jeu, ils l'entendent plus comme un jeu d'outils, un jeu de, vous savez, un jeu de clés. Voilà, un jeu de rôle au sens où voilà. Le côté jeu pour eux, alors je parle en leur nom, alors c'est toujours un peu compliqué parce que je veux pas non plus mal parler, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Ils te feront un droit de réponse dans le prochain podcast. Ils feront un commentaire, pour sur le blog pour Ils ont exister. l'habitude. Mais en gros, l'idée c'est de dire c'est un média le jeu de rôle, d'accord? Et le jeu de rôle, c'est pas forcément jouer au sens de se divertir, ça peut être aussi pour au contraire nous mettre le nez bien dans la merde quoi, dans des grosses problématiques existentielles. Voilà, l'idée c'est de s'enrichir par le jeu de rôle, de sortir de sa zone de confort et de s'enrichir. Alors, mais ce moi n'est je suis pas une d'accord. obligation. Moi je rejoins Stéphane, c'est-à-dire que si tu t'amuses pas, c'est raté parce que le jeu tu vas en faire une partie, mais t'en feras pas deux quoi. Si tu te fais chier à faire ça, tu vois quelque part tu vas être très très limité dans tes intentions. Alors quoi. ça, là c'est super, vraiment, là, on arrive à vraiment, ce podcast me passionne. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous jugez les jeux de rôle avant tout comme des œuvres comme des divertissements. Comme des jeux, comme tout des simplement. jeux, Ça doit simplement. d'abord réussir sa mission de divertissement, Et ça, de c'est jeu. quelque chose On doit que nous- s'amuser. Sur Silent Drift, Ah, on oui, voit c'est- plus beaucoup. Eh bien absolument. Nous, on est totalement déconnecté de cette vision en fait du jeu, parce que pour nous, le jeu de rôle, c'est pour- comme la littérature, c'est comme Le cinéma. le cinéma. Le but, c'est pas forcément de se divertir. Ça peut être aussi de vraiment s'interroger, de se poser des non, questions. parce que là, du coup, tu confonds littérature et essai, cinéma et documentaire. Pour m'instruire, j'ai des documentaires. Pour me divertir, j'ai des films, et certains t'as films des réussissent films les qui te deux. divertissent et qui certains t'informent en documentaires même aussi. temps. Enfin, les deux. Je vois pas pourquoi ça devrait être séparé l'un et l'autre. Moi, j'aime bien les divertissements pure souche, genre les bons vieux comics, tu vois. J'aime bien aussi me prendre la tête sur des bons vieux films prises de tête. Et j'aime bien les trucs qui mélangent les deux. Je veux dire, je vois pas On est pourquoi parfaitement devrait d'accord. Et toujours l'idéal séparer. est qu'on arrive au bout. Mais quand on parle de jeu de rôle, l'objectif premier, pour moi, c'est d'abord que ce soit un bon jeu, divertissant. Et ensuite, il peut, en plus, mais ce n'est pas obligatoire, y avoir un propos, une volonté d'instruire et d'amener quelque chose. Mais ce n'est en rien une obligation, c'est secondaire. De la même manière que d'un film, j'attends d'abord qu'il me divertisse et éventuellement qu'il y ait en plus un propos. Et quand je vais voir un documentaire, j'attends avant tout qu'il m'instruise et éventuellement qu'il me divertisse. Alors, Je fais la distinction et la même serait en littérature et en essai. pour répondre un petit peu à Stéphane et à Fly en même temps, la différence c'est que dans le documentaire, l'instruction qui est faite, c'est une instruction de fait. On t'apprend que le roi machin a vécu de temps à temps. On t'apprend que X, Y était là à telle heure, telle date. Ça, c'est des documentaires. On t'apprend des faits historiques, etc. Moi, je vous parle de choses qui nous invitent à réfléchir. Enfin, le documentaire aussi, bien sûr, mais Non mais tu peux te divertir et réfléchir. documentaire et documentaire. Oui, non. Je suis entièrement d'accord. Alors ça, Faut faire du jeu de sens, plateau pour ça. il me semble quand même que c'est le but Oui, du non, jeu. mais ouais, voilà. C'est que c'est un jeu qui, mais quand même, c'est-à-dire que dans ce sens, il y a aussi l'idée de produire une œuvre, vraiment, au sens où le livre lui-même est, ok, il mène à une partie, mais c'est aussi un livre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, je vois. Ouais. bon, c'est spécial. Alors, Sans, non, sans, mais- c'est pas un bon exemple pour. tout Moi, faire. c'est vrai que je fais sur Sci-Fi, je fais vraiment une distinction, quoi. C'est-à-dire que quand je critique un film ou un livre, c'est vrai que j'ai tendance à juger une œuvre d'art, quoi, même si c'est Transformers. Tu vois. Quand je critique un jeu de rôle ou un jeu vidéo, je critique un produit de divertissement. Eh bien sûr. Et en même temps, comme il y a une note à la clé, si tu veux, enfin, je veux dire, ça donne une comprends. cohérence au tout, quoi. C'est-à-dire que si je me mets à critiquer les jeux de rôle comme des œuvres d'art, déjà les éditeurs, ils vont péter un plomb, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si je me mets à dire, voilà, qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qui s'est fait avant, je vais grosso modo descendre tous les jeux qui vont sortir, quoi. Ouais. Tu vois. Stéphane. Je crois qu'on a un problème qu'on soulève ici, qui est un problème qui s'est posé pour le jeu vidéo très récemment avec un jeu de David Cage qui était Heavy Rain. David Cage. Voilà. Ouais. Et ah oui, c'est vrai qu'il est français, quel con. Ouais. Mais bref. Mais bon, tout le monde dit ça. C'était spectaculaire. Je te jure, tout le monde dit David Cage. Hein. C'est à Ça, cause de Nicolas. Oui, Ouais, et puis à non, cause de sa boîte qui a un nom en plus anglophone, donc c'est. Quantic Dream, pardon. Donc du coup, le problème c'est qu'il a voulu faire un jeu dont le premier objet avant de divertir était de créer des émotions. Et il y est parfaitement réussi. Mais la communauté de joueurs, pour une bonne partie, a été déçue.
elle ne s'est pas retrouvée devant un jeu, mais devant une espèce de film interactif qui produisait de l'émotion. Absolument. Donc il a réussi et échoué, il a atteint son objectif, mais est-ce qu'il a réellement fait un jeu? Et la question s'est posée longuement dans de nombreuses émissions de débat consacrées aux jeux vidéo et dans de nombreux magazines, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à un jeu ou non? Et donc le premier objectif d'un jeu vidéo, comme d'un jeu de rôle, et pour moi, et je crois qu'on est d'accord, c'est de divertir. Je crois qu'on est d'accord, je regardais Vincent, pour oui, bien sûr. les personnes qui écoutent. Donc voilà, je crois qu'on est d'accord, c'est d'abord de divertir. Et c'est seulement ensuite que quelque chose peut être apposé. Et je crois que l'incompréhension qu'on a actuellement, ce désaccord, c'est le désaccord que David Cage, je l'ai bien prononcé cette fois, a eu avec le reste de l'industrie et des joueurs. C'est-à-dire que son objectif n'était pas ce qu'ils attendaient. Il n'a pas répondu à leurs attentes. Ah, je suis totalement d'accord avec toi sur cette comparaison. Fly. Moi, je suis pas contre les choses qui divertissent. Je pense juste que à la fin d'un jeu de rôle, c'est quand même bien d'avoir la note de l'auteur, puisque les jeux qui divertissent ne sont plus les seuls qui existent. Voilà. Ça peut être intéressant, mais quelle serait la note de l'auteur à la fin d'un jeu qui a été produit par un studio face à un Donjons et Dragons, un Pathfinder, à la fin d'un donjon? Je sais pas, c'est quoi déjà la note? C'est penser moins, jouer plus, c'est ça? C'est râler moins, jouer plus, quoi. Enfin, on peut avoir une note genre j'espère que vous allez bien vous marrer. Enfin, on s'en fout. Mais quand il y a un jeu qui n'est plus là uniquement pour divertir, c'est bien qu'ils le préviennent, vu que maintenant il y a plein de sortes de jeux différents. Il y a des jeux qui divertissent, je les aime beaucoup, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des jeux qui ne font pas que ça. Vincent. Mais moi, j'ai pas lu Monostatos, mais je me pose la question, c'est-à-dire si je me fiche complètement de la note d'intention de l'auteur et que je me réapproprie le jeu, finalement, est-ce que c'est ce qu'il souhaite? Que moi, en tant que maître de jeu, je me réapproprie le jeu comme je me réapproprierais n'importe quel jeu de rôle. Moi, j'ai récemment un gars sur mon forum qui vient sur le forum de Sens et qui parle de ses parties qu'il a faites à Sens à l'aide de la carte des sous-marins de Polaris, du système de Warhammer 40 000, etc. Et donc, du coup, et Fabien me disait l'autre jour, putain, t'as pas de chance, dis donc, ce gars-là, il te fait de la mauvaise publicité pour ton jeu parce que... Donc ça veut dire que tu vois, pour lui c'est pervertir le jeu que de faire ça. Et pour moi aussi. Honnêtement, quand je vois un gars qui joue avec des dés à mon jeu, voilà, il joue avec des dés à Sens. Ben ça me fait mal au cœur. Le jeu est pas fait pour ça. Le propos défendu est pas fait pour ça. Mais voilà, ça arrive. Mais bon, pour moi, il joue pas à mon jeu. Moi, c'est ce que j'ai toujours soutenu, c'est que si tu utilises pas le système d'un jeu, tu ne joues pas au jeu de l'auteur. Est-ce que ça t'embête? Qu'il se soit réapproprié? Mais non, fondamentalement, ça m'embête pas. Je trouve ça dommage, c'est tant pis pour moi, si j'ose dire. Mais je trouve ça m'embête pas. Je vais pas en faire des nuits blanches. Aloïs, tu voulais intervenir? Moi, je voulais juste revenir 2 secondes sur Heavy Rain de David Cage. Est-ce que tout le monde le prononce bien du premier coup, à part moi en fait. Loser. Oui, mais faut bien que quelqu'un fasse la faute en premier. Voilà, c'est ça. Personne pouvait la refaire juste par soutien. Bravo, merci les gars. David Cage, il a vraiment fait un très bon jeu. David Cage. Est-ce que la réussite du jeu, ça se juge à l'aune des joueurs? Il y a eu le même problème sur Mass Effect cette année. Est-ce que c'est aux joueurs de dicter la réussite du jeu? Alors, le jeu leur est destiné, donc dans une certaine mesure, oui. Le problème, c'est que derrière, tu cites Mass Effect, qui est un cas qui me fait hurler. C'est-à-dire que Mass Effect, il y a une histoire qui a été créée, qui a été posée, qui est très bien. J'ai personnellement eu beaucoup de mal à comprendre la réaction des joueurs qui ont gueulé parce que la fin leur convenait pas. Je veux bien qu'ils aient investi du temps, des choses comme ça, mais on va pas demander à James Cameron de nous refaire Titanic parce qu'à la fin Léo est mort et que ça a pas plu et que ça a fait pleurer dans les chaumières. Il y a un moment où c'est une œuvre. Et puis là, on n'est pas dans une œuvre parfaitement interactive dans le jeu vidéo. Dans le jeu de rôle, c'est le cas. Les joueurs ont le contrôle d'une bonne partie de la narration. Ils sont tellement interactifs que même au niveau de l'implémentation du jeu lui-même, c'est-à-dire que le maître de jeu interagit déjà avec le livre pour obtenir une partie. Ce que disait tout à l'heure. Il y a énormément de sens ce que Vincent disait tout à l'heure d'un mec qui lit un jeu et qui pervertit le jeu parce que il l'a pas compris ou il a pas envie de jouer avec le système que je propose. Et voilà. Donc là, je pense que interactif. Le jeu étant destiné aux joueurs. Je tiens à le préciser. Et le jeu étant destiné aux joueurs, c'est évidemment à l'aune de leur appréciation du jeu qu'on doit le juger. Maintenant, le problème avec Mass Effect, c'est qu'on va limiter la chose, on va dire que c'est à l'aune des joueurs intelligents qu'on va le juger. C'est incroyable ce que tu dis, parce que sur le jeu, tu es en train de dire, en fait, moi, je suis un critique de jeu. Si vous voulez faire des œuvres avec le jeu de rôle, n'envoyez pas de produits à Casus, parce qu'on les jugera mal. Stéphane. Non, on va les juger comme des jeux. Et ensuite, la dimension artistique, la dimension d'œuvre. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Tu leur mettras des mauvaises notes s'ils sont non, pas parce qu'on ne met pas de notes dans Casus, mais le premier objectif pour nous, c'est d'abord que ce soit un jeu. Maintenant, s'il y a une dimension derrière qui est très intéressante, je ne manquerai pas de la signaler aussi. Et je dirais probablement que
le jeu a échoué à être divertissant, a échoué à sa première mission qui est d'amuser et d'apporter du fun autour des tables, mais par contre qu'il y a d'autres choses très intéressantes dedans. Je n'oublierai aucune des différentes parties. C'est important de tout signaler dans la critique. Tout à l'heure on parlait du matériel, un jeu formidable peut avoir un matériel pourri. Ouais, L'inverse est vrai aussi. Et donc Vincent. je dirais qu'un jeu en fait qui n'arrive pas à divertir, c'est un jeu qui finalement ne va s'adresser qu'au MJ, qui aura peut-être pris son pied en lisant le livre en fait. Il se sera dit c'est vachement bien, mais comme il n'aura pas réussi à retransmettre ça aux autres joueurs, bah ça va se limiter à une personne quoi. Ouais. Ou à peut faire quelques ça avec joueurs son- dont c'est le trip absolu et qui dans ce cas seront ravis de le trouver, mais il faut signaler dans ce cas que ça s'adresse à un type de joueur particulier. Il faut D'accord. pas se planter de cible. Alors, comment est-ce que vous jugez d'une bonne mécanique de jeu? On est en train de parler de système de résolution pour être sûr de s'être compris. Ou- Non, système de jeu, ça compte aussi dedans. Système de jeu, ça compte aussi. C'est-à-dire comment vous dites, ah, ce système-là, il fonctionne. Bon, ça, c'est s'il mène à une partie fonctionnelle, j'imagine, où on s'amuse. Oui, aussi. Non, Ouais. non, je veux dire. Alors il y a ce qu'en fait- qu'a voulu faire le créateur déjà. Je veux dire. Est-ce qu'il voilà. Je Parce vais qu'en fait, reprendre donc du simulationnisme donc au sens voilà traditionnel, Réaliste, ou vraiment un système très crédible. léger quoi. Voilà. Mais c'est vrai que si dans le jeu, dans le livre, on nous annonce quelque chose de très léger et qu'on a un système, une usine à gaz quoi, même qui fonctionne quelque part, il y a un échec quoi. Tu D'accord. vois, et puis après bon bah il faut qu'en partie, faut voir s'il y a pas trop de bugs, si c'est jouable, si. Ah, mais il y a beaucoup de bugs dans ce sens, donc déjà, c'est raté, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner pour un système? Est-ce que ça veut dire emmener ses joueurs dans telle ou telle émotion? Un petit peu à la David Cage? Hein, Stéphane? Exactement. Ou alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde s'amuse autour de la table? Parce que si c'est le cas, par exemple, le système de Monostatos, dans la mesure où il enferme ses joueurs dans une certaine manière de penser, de concevoir, et encore, c'est même pas vrai ce que je dis. C'est mais- pas la mécanique, tu vois. hein, c'est l'intention uniquement. La mécanique fonctionne indépendamment de ça. Ah ouais, tu penses? Pour Monostatos, bien sûr, oui, la Tu penses pas que la mécanique. mécanique mène, tu penses pas que la manière dont on joue à Monostatos, c'est-à-dire la manière dont la mécanique fonctionne, t'invite forcément à défendre le propos de l'auteur à la fin du jeu? Non, absolument pas. Pourtant, c'est le Absolument but. pas. Et je suis absolument c'est le but. certain que des joueurs préparés à l'idée ou choisis pour leurs propres objectifs ou auxquels on aurait donné des personnages ayant des visées particulières ou des objectifs particuliers pourraient faire exactement l'inverse de ce que voulait le créateur au départ. Avec le système de Monostatos? Oui, réellement. Je pense que le système Non, c'est pas n'est possible que tu dois forcément tracher du Monostatos, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est vrai que la mécanique, non, attends, je suis en train de repenser et de réétudier la chose. C'est vrai que la mécanique Non, qui non, permet non. d'acquérir des points uniquement en Bah décrivant oui. la manière dont Voilà. les habitants souffrent à cause de l'influence Monostatos. Bah non, oui. réellement, T'as pas ça a le choix. l'air difficile à pervertir maintenant que j'ai réfléchi Bah oui, oui, en non, non, c'est repensant un- au c'est un texte jeu, de non. différentes étapes. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, il fonctionne dans la mesure où il emmène le joueur à penser le propos de l'auteur. Et est-ce que est-ce que c'est ça que vous appelez fonctionnel, ou est-ce que ce que vous appelez fonctionnel, c'est il fonctionne dans la mesure où il permet de s'amuser? Mais j'aime pas ce terme-là parce que ça veut dire quoi? Comment on s'amuse? Un système de jeu doit d'abord juguler les interactions autour de la table. Il C'est doit fun. faire en sorte que tout fonctionne bien autour de la table, que tout soit naturel, instinctif, intelligent D'accord. et cohérent avec le monde. Cohérent avec l'univers. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça, c'est déjà une proposition créative. Enfin, je suis en train de réfléchir. C'est déjà du simulationnisme au sens de Ron Edwards, ce que tu proposes là. C'est-à-dire que, bref, c'est comme dans le sens où la condition, ce que fait le MJ, c'est qu'il oblige les joueurs à rentrer dans le canon esthétique de l'univers. Tu peux pas t'en sortir sinon, et t'as pas le droit, tu vois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le simulationnisme au sens de Ron Edwards. C'est-à-dire, tu crées dans le cadre d'un canon, etc., etc. Je vais te parler d'un truc qui est tout simple. Stéphane. Est-ce que vous vous rappelez de Tenga? Est-ce que vous l'avez lu autour de la table? Bah, moi non, Je l'ai. j'ai jamais joué, Je pourrais vous jamais le lu. passer si Alors vous- comme bah, ça, j'ai voilà, lu. c'est Tenga. pas de bol. C'est un jeu Apporte sous-évalué déjà. Un élément, c'est un excellent jeu, vraiment, qui Stéphane. apporte beaucoup de choses Il y a- et qui a quelques Il y a son nom qui particularités. lui pose problème en fait. Alors, il y a son nom qui lui pose problème, et il y a le fait que ce soit un jeu historique, ce qui paralyse un certain nombre de maîtres de jeu qui ont peur de mettre les pieds dans l'histoire, de bafouiller, de se tromper, de se planter sur le point historique, de tuer des personnages et de dévier de la trame qui doit se produire. Donc, c'est un jeu qui souffre d'un certain nombre de complexités qui font A priori. que les joueurs Parce que quand tu le rament. lis, en fait, ça. Non, quand tu lis, ça va tout seul, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Non, mais ces crânes disparaissent quand tu lis Tenga, en fait. Il reste beaucoup de maîtres qui craignent de jouer à Te Deum, Oui, de la parce même que- manière, Voilà, parce parce qu'on que est dans l'historique, c'est particulier. Te Deum, c'est de l'historique. Tenga, c'est une partie historique sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations, donc C'est vrai. vrai. que c'est- Je vous explique pourquoi. 30 secondes, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir le joueur qui leur dit bah non, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je sais, j'ai la culture historique que toi tu n'as pas. quelque chose. Non, je pense réellement que ça peut être aussi le maître de jeu qui a peur de mettre les pieds dedans, sans Attendez, même craindre la réaction de ses je suis joueurs. comme le David. pauvre auditeur qui n'a pas lu Tenga.
C'est quoi Je me- l'histoire de Tenga? Et ça Médiéval fait quoi japonais sur les C'est samouraïs. un médiéval et- japonais juste après la mort de Nobunaga, donc au moment où il y a une espèce de grosse guerre qui se fait partout. C'est un moment de grande révolution au Japon. Enfin, de grande révolution, faut pas se tromper sur le thème, c'est un moment de gros changements au milieu du Japon. C'est l'unification du Japon. Enfin, c'est juste Et avant c'est l'unification une du période Japon. de trouble où le premier paysan opportuniste va pouvoir s'élever au-delà de son rang. On n'est plus dans une société immobile, on est dans un moment où tout se transforme Une vraie et où chacun révolution, peut prendre quoi. sa chance. Non, C'est vrai, ça, finalement. Exactement. Mais donc dans Tenga, il y a une mécanique qui est toute simple, qui est exceptionnelle et qui transforme la chose et qui est vraiment issue d'une vision de l'auteur pour son jeu. C'est que lorsque tu crées le personnage, tu lui donnes une ambition, je sais plus quel est le terme exact, mais d'ailleurs c'est peut-être celui-ci, qui est l'objectif que ce personnage veut atteindre dans sa vie. Et tu lui crées un karma Je crois que à la c'est une création. Et le karma, c'est ce qui va réellement lui arriver. Et ça, tu le fais à la création de D'accord. personnage. Et avec ce simple, tout petit outil, tu te retrouves dans une situation où l'objectif des PG autour de la table ne va plus être de grimper en niveau, de grossir leur bourse, d'avoir de meilleurs acquis. Leur objectif final, dès cet instant, c'est d'amener leurs joueurs de ce point A, Ah. qu'est le commencement, jusqu'à la fin Le de leur karma. destinée, qui peut être complètement différente de leur ambition. Un samouraï peut avoir pour ambition de vouloir venger son vieux maître mort et de retrouver les assassins et avoir pour finalement karma de les pardonner et d'aller s'isoler dans un temple. Et D'accord. amener son personnage de ce point A à ce point B devient l'enjeu principal pour les joueurs et c'est quelque chose qui change dans le jeu de rôle. On n'est plus dans le leveling, on est dans l'idée de créer une histoire. Ouais. De donner une histoire à son personnage et de l'amener à accomplir sa destinée, qui d'ailleurs peut être tragique, hein, ça se prête beaucoup à sa Tenga. Oui, le Et c'est une but. mécanique qui est impressionnante. Mais ça, Vincent, tu veux. Oui, donc c'est ça. Là, tu as une volonté de l'auteur qui l'a mis dans son jeu, tu le testes et ça fonctionne. Hmm. Tout simplement, quoi. Et avec toutes les tables. Et avec toutes les tables. Il n'y a pas un problème de croisement, c'est-à-dire que celui qui veut devenir tout puissant va croiser celui qui, au contraire, veut devenir, veut tomber amoureux de la princesse. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un problème. Oui, mais les conflits celui qui veut avoir vont en beaucoup être- d'argent et celui qui veut tomber amoureux de la ça- princesse, ils vont pas rentrer en conflit à un moment donné autour de la Et table. ça Si, ajoutera des c'est choses le but. intéressantes autour de la table. C'est le but. Mais- Alors, plus de préparation pour le maître de jeu. D'accord, ok, parce que du coup, ça va faire des choses intéressantes autour de la table. Le fait qu'il y en ait un qui veuille aller à droite et un qui veuille aller à gauche, ça va au contraire, ça va créer, ça va. Tu crées le groupe et ses objectifs, karma et ambition du groupe, en même temps que tu crées les personnages des différents joueurs autour de la table. Donc il y a une cohésion du d'accord. groupe, il y a Donc, des en fait, choses, le il y groupe a s'entend sur lequel karma on va suivre tous ensemble. sur l'ambition du groupe, Voilà. qui est différente de l'ambition des Si joueurs. on a deux qui veulent des thunes et un qui veut draguer la princesse, on dira à celui qui veut draguer la princesse. On n'est pas dans et s'il y a ce- un qui veut draguer la prostituée, on lui dira drague plutôt la princesse, comme ça on sera tous dans le. On n'est pas exactement dans cette démarche. C'est-à-dire que tu définis le destin que va avoir ton personnage avant même de commencer à le jouer. Tu définis le destin vers lequel il va s'acheminer. Tu vas D'accord. définir sa volonté et un destin qui ne sera pas Enfin, le même. Enfin voilà, moi a priori, tu vois, une mécanique comme ça, je la lis, j'ai un mauvais a priori dessus. Je me dis ça va créer des conflits autour des joueurs autour de la table, ça va pas être bon. Mais tu vois, a priori, mais je vais le tester le jeu parce que jamais je jugerai un jeu sans l'avoir testé. Parce que pour moi, matériel, partie, c'est lié comme les maillons d'une chaîne. On peut pas juger l'un sans l'autre. Et puisque tu parles de Brand, qui est l'auteur de Tenga, Tout à fait. laisse-moi te dire que sur Silent Drift, enfin moi en tout cas, j'ai été particulièrement choqué par le fait qu'il juge Prosopopée sur Casus. Et il le sait, parce qu'on en a parlé. Qu'il juge Prosopopée sur Casus en déclarant dès le départ qu'il n'avait pas joué au jeu. Alors moi je trouve donc, qu'il du a été coup- très honnête Oui, de non, non, déclarer tout à dès le fait. début de sa critique qu'il faisait cette critique mais n'avait pas testé Joué- le jeu. Tout à fait. Absolument. Je trouve que c'est Absolument. très bien de le C'est-à-dire faire. qu'en fait, il a critiqué le matériel. Il a critiqué Tout le à fait. matériel. Il a dit, bah voilà, pour moi, Prosopopée ne me permet pas à moi, avec ma subjectivité, il dit bien à moi, pourquoi ce jeu ne me plaira pas, ce jeu de rôle ne me permet pas d'aller vers une partie. Donc il a critiqué que le matériel. Donc ça veut dire que sur Casus, on peut critiquer le matériel uniquement. Pour C'est- certaines personnes, voilà. oui, et dans Ouais. le cadre de Jérôme, honnêtement, je lui fais confiance. Quand je lui ai confié la critique de Prosopopée, il me l'avait demandé d'ailleurs, le jeu l'avait intéressé. Je lui ai dit, ok, pas de problème, contacte l'auteur, récupère l'ouvrage, fais-moi la critique. Il l'a lu. Il m'a dit qu'il n'allait pas pouvoir le tester. Il m'a dit qu'il allait pouvoir me faire une critique, mais qu'il ne pourrait pas le tester. Je lui ai dit, pas de problème. Il a mis dans la critique dès le départ le fait qu'il ne l'avait pas testé. Il a été très honnête et je lui fais parfaitement confiance Moi, pour rendre compte de son point de vue. Moi, j'aurais eu Réellement. peur d'un truc, en fait, c'est que comme il prépare un jeu, il a un jeu aussi qui ressemble un peu à, dans le même style, un peu zen. Ryutama, ah non, Ryutama, non, rien à voir. ça n'a Ryutama, rien à c'est une voir. traduction. D'accord, ok. C'est une traduction, donc c'est pas une créa. Et non, rien ça à voir n'a avec rien à voir. Prosopopée. C'est pas le D'accord, même ok. propos, pas le même objectif. Parce que moi, je me suis dit qu'il avait peut-être comparé les deux, en fait.
Ah qui non, s'était dit, du certainement coup, pas, ça je avait pense biaisé son Non, ça interprétation. n'a rien à voir. Non, Bon, puis ça- là en ce mais moment, ça, Jérôme c'est il une travaille théorie sur foireuse, Guts et Guts, on est à l'exact inverse de Oui, de tout ce à qu'est fait. Prosopopée en termes d'intention et en termes de gameplay à tout point de vue. Non, mais je me suis dit, du coup, il avait peut-être comparé aussi avec Bon, ça son c'est des propre choses boulot. auxquelles je ferai attention. Ouais. Quelquefois, je confie volontairement à des auteurs Parce que moi, par la exemple, tu critique me d'un jeu qui est confies. proche du leur, parce que Ah leur oui, avis voilà. est très C'est technique. ça, c'est là où je voulais en venir. Moi, tu me confies un jeu de rôle de philo-fiction, forcément, je vais le juger aussi par rapport à moi-même. Tu vois, donc il y a un ça conflit peut être d'intérêt intéressant. peut-être aussi. Pas forcément. C'est aussi que tu as une expertise dans ce domaine. Tu vas avoir un regard particulier sur le jeu qui peut être très intéressant dans le cadre d'une critique, à condition que tu sois capable de prendre la distance nécessaire pour en Bien juger de manière objective et intelligente, Ça et n'est sans pas- seulement te sentir attaqué par Ouais. par le jeu lui-même. Et c'est pour ça que je fais attention à qui je propose des critiques, mais mon équipe, je leur fais confiance D'accord. pour vraiment mettre de côté leur ego quand ils font une critique, mais je vais choisir le Oui, plus oui, bien expert sûr. possible pour le faire. D'accord, ok. Non, mais c'est bien qu'on parle de ça aussi, comme ça, voilà. Ça évite aussi certains biais. Donc matériel, partie. Là ici, en l'occurrence, tu as jugé qu'il était capable de faire la partie. Dans ce enfin, cadre de- très particulier, oui, Ouais, vraiment. d'accord, ok. Très intéressant. Vraiment, on en apprend. Moi, j'en apprends énormément sur vous deux, sur la manière. Je m'aperçois en fait que les magazines de jeux de rôle traditionnels tels qu'ils existent ne sont pas faits pour nous, en fait. Ils sont pas faits pour les auteurs indépendants. Parce que vu que, enfin, en tout cas, non, s'ils sont faits pour les auteurs Attends, ça indépendants. dépend lesquels. Faut Non, pas, non, non, faut non, pas non. assimiler indépendant et J'ai forger. fait une enfin, erreur. Excuse-moi, j'allais le corriger. Excuse-moi. Excuse-moi. Effectivement. Parce je me que suis imaginons trompé. que moi je sorte suis un trompé, bouquin, je ce veux dire, sera indépendant et je peux te jurer que ce sera pas comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est-à-dire que indépendant. Mais pour l'instant, les indés, c'est qui? C'est moi, Fred et Fabien. Donc du coup, oui, voilà. Alors, juste Nous, une on est question trois, du coup. Est-ce on que tu défend- comptes la boîte à eux comme un éditeur de jeux de rôle indépendant? C'est très compliqué. Tu sais qu'il y a un énorme débat sur Silent Drift en interne pour savoir. D'accord. C'est-à-dire que, alors, la boîte à eux, Christophe Buckley a officiellement décidé de lui ouvrir une rubrique sur Silent Drift. Donc, il est considéré comme oui, tel. je l'avais vu en passant. Mais en fait, il y a un vrai problème sur les traductions. Parce que on sait pas vraiment, vu que les droits ont été cédés par un auteur à un autre, on sait pas trop comment le jeu. Parce que la définition même de l'indépendant, ça fera l'objet d'ailleurs d'un podcast de très bientôt, c'est que tous les droits sont entre les mains de l'auteur. Donc tu vois, pour juger comme un projet comme la boîte à eux, c'est super difficile. C'est des traductions de jeux indépendants, mais est-ce que les jeux sont toujours indépendants? C'est très compliqué. Vraiment. Donc du coup, il y a un débat en interne. Donc je peux pas prendre position parce que on n'a pas Oui, encore t'attends décidé. le résultat de la Ouais. chose. Exactement. Mais sur la traduction, en fait, honnêtement, la fin du débat, tel qu'on l'a eu pour l'instant, c'est, en fait, on s'en fout un peu. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est enfin, nous, en tout cas, Fred, Fabien et moi, c'est le propos des jeux et le fait que nous, on veut faire en sorte que le jeu, ok, ça divertit, ça amuse, il y a tout ça, mais il faut aussi qu'il y ait un propos, qu'il y ait des idées à l'intérieur, que ça fasse réfléchir. Mais tu noteras une chose, c'est que dans Cassius, nous n'avons pas de notes. Donc on va pas descendre un jeu parce qu'il a échoué à divertir et qu'il avait d'autres choses à faire. La personne qui va lire la critique va comprendre ce qu'est le jeu, comment il fonctionne, quel est son objectif, s'il y arrive ou non. Donc je pense pas que la manière dont sont critiqués les jeux indépendants dans les magazines les Non, disqualifie pour les ces jeux critiques. de Frédéric, Fabien et Fred, faut dire. Parce que c'est vrai que Flavie soulignait à juste titre que indépendant, ça veut pas dire forcément qu'il défend un propos. Indépendant et le propos, ça n'a rien à voir. Indépendant, c'est un modèle économique. C'est Ok, un modèle très bien. voilà. Alors que le propos, c'est vraiment une visée artistique, en fait. Et donc les jeux artistiques Voilà. à propos, je pense, ont leur place dans les lieux où on critique du jeu de rôle, que ce soit sur Sci-Fi Universe ou dans Cassius Belli ou dans Dissident ou dans tous les autres magazines. Je pense qu'il est important d'en parler puisqu'il représente un pan de la culture rôliste qu'il ne faut pas négliger. Il faut l'intérêt. Non, mais ça intéresse beaucoup de Bien lecteurs sûr. de découvrir ce qui se fait, de ce qu'il y a différent. Donc c'est à étudier. J'espère que j'ai assourdi personne avec mon pan. Non, non. Et l'idée, c'est qu'on doit les critiquer, mais on doit les critiquer comme les autres jeux. Donc on doit en parler, souligner ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, Ouais. et expliquer ce qu'est ce jeu finalement, de manière à ce que le lecteur averti que cela intéresse puisse se tourner vers ce jeu ou s'en détourner si au contraire ça ne lui convient pas du tout. En fait, la critique, c'est une présentation du jeu, objectif du jeu pour savoir si je suis intéressé ou pas par le jeu, en fait. Non, c'est pas une. Enfin, moi, je fais pas ça comme une présentation. C'est ça qui est bien. Je Ouais. pointe les points positifs et les points négatifs tels Vincent. que. C'est-à-dire que. Bon, il y a pas une sur Sci-Fi, il y a pas une manière unifiée d'écrire les critiques. Il y a certains chroniqueurs qui vont décrire exactement comment fonctionne le système de jeu, ce que moi je ne fais pas parce que comme lecteur, je trouve ça très chiant en fait à lire. Ouais.
Moi, je pointe les points positifs et les points négatifs en me justifiant, quoi. L'idée à la fin de ma critique, c'est que le lecteur puisse se dire je ne suis pas d'accord avec lui, mais voilà, il a expliqué son point de vue. Je sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui et pourquoi, même s'il a pas aimé, moi je pourrais. Alors aimer. c'est pas pour te jeter des fleurs, mais à chaque fois que j'ai lu tes critiques, je les ai trouvées bien faites. Et à chaque fois, ça m'a donné des bons indices pour savoir si oui ou non je pourrais aimer ou pas. Merci. Donc moi je trouvais ça bien quand je lisais parce que je savais par exemple certaines choses, si t'avais pas aimé ou pas, je me doute, enfin je trouve ça pratique. Vraiment, je les trouve bien faites tes critiques. À la fin de la critique, grosso modo, le lecteur doit connaître l'avis du critique et être capable de se faire le sien à partir de celui-ci. Mais en fait, un des points forts des critiques de Vincent, et puis on finit de lui lancer des fleurs, c'est qu'elles sont très bien argumentées. C'est-à-dire que les arguments sont souvent très convaincants. C'est clair. C'est clair, t'as toujours un peu le même plan. Ça, c'est quelque chose dans les critiques que j'aime bien voir, c'est quand il y a des arguments, quand le mec il nous dit bah voilà pourquoi ci, pourquoi ça. Mais bon, c'est dans les critiques que j'ai lues sur Casus, il y avait aussi beaucoup d'argumentation. Moi, j'avoue que je fais partie des gens qui ne lisent pas beaucoup Casus. Je suis désolée. Voilà, moi c'est donc, ça. Moi je lis plus Sci-Fi Universe. J'avoue. Mais c'est voilà, c'est bien. Je vais continuer à t'envoyer des fleurs. Ce sera fouetté 100 fois. C'est aussi Stéphane parce que vous êtes un média plus jeune que Sci-Fi qui existe depuis maintenant très longtemps. Un média plus jeune et puis un média payant, au contraire de Sci-Fi. Ah oui, ça joue aussi. Ça joue forcément. Ouais, tout à fait. Quelles sont vous les choses que vous mettez en avant pour juger les jeux? Quelles sont les choses sur lesquelles vous êtes particulièrement attentif? Là, on va parler de votre subjectivité. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les jeux de rôle que vous jugez? Je vais te faire hurler. Moi, ce qui me plaît plus, c'est plus l'univers que le système de jeu. Ou les mécaniques de jeu, voilà, donc c'est vrai que dans cette partie subjective de ma note et de ma critique, c'est vraiment toujours l'univers que tu vas mettre en avant. Un système de jeu génial sur un univers très commun. Bon, voilà, je trouve que le système de jeu ne rattrape pas les carences de l'univers. Et au contraire, un univers génial peut rattraper les carences d'un système de jeu. Mais c'est bizarre parce que vous dites qu'il faut que les deux soient cohérents, alors. Oui, alors moi je te parle dans ma notation de ce qui est complètement subjectif pour moi, quoi. Après, j'essaie d'être objectif quand je prends les critères indépendamment les uns des autres, quoi. D'accord. C'est-à-dire que un univers sexy, un système de merde, c'est 6 sur 10. Alors que un système super bien, mais un univers de merde, ce sera plutôt 4 sur 10. Je pense pas que c'est ce qu'il t'a dit. C'est la subjectivité, d'après ce que j'ai compris au début du podcast, c'est une partie de la note. C'est une partie. Ma subjectivité, moi, c'est pour ça que je te dis. Ça va et faire vu que t'avais 5 points au début, c'est 10% de ma note, voilà. en fait, la subjectivité. Donc, toi, d'accord, ça joue pas sur énormément, excuse-moi. quoi. Ah oui. Dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Je sais plus combien de 10%. Très bien. Ok. Stéphane, à quoi t'es... De la même manière, je suis extrêmement sensible aux univers. Beaucoup plus qu'aux mécaniques de jeu. Les mécaniques sont un élément important qu'on doit étudier pour savoir si le jeu va réellement tourner autour de la table, son travail pour le maître de jeu, son travail de création ou d'adaptation. Mais moi, ce qui me plaît dans un jeu de rôle, c'est avant tout son univers. C'est ce qu'il apporte. En fait, moi, ce qui me pose problème dans ces définitions-là, c'est qu'un jeu comme Prosopopée, par exemple, Vincent, tu l'as testé? Oui. Et l'univers, t'en as pensé quoi? Je l'ai trouvé presque inexistant, l'univers dans Prosopopée. Ouais, mais quand t'as fait la partie? Et quand j'ai fait la partie, je me suis dit que potentiellement je pourrais remplacer ça par n'importe quel univers de mon choix, quoi. D'accord. Moi, ça fait partie pour moi des points faibles du jeu, quoi. Alors, Brand a souligné la même chose sur Casus. Il a dit, il n'y a pas d'univers dans Prosopopée. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord, messieurs. C'est qu'en fait, quand on joue à Prosopopée, les joueurs sont invités à décrire l'univers en fonction des couleurs qui sont positionnées autour de la table. C'est donc un jeu de rôle qui fonctionne sans univers a priori, mais en fait, l'univers va se construire a posteriori sur les couleurs qui sont, et le vide, l'harmonie, les animaux, la nature, toutes ces notions, toutes ces couleurs qui sont posées au milieu de la table vont orienter l'univers. Donc c'est pas un jeu qui manque d'univers. C'est juste que l'univers apparaît en fonction sur les couleurs. Non, on est dans un cadre particulier. C'est pas un jeu qui propose un univers. C'est un jeu qui demande aux joueurs d'amener le leur. Et pour le coup, tout en proposant, difficile, oui, quand même. Il propose une base. Oui, parce qu'il n'y a pas de violence. C'est un univers un peu zen, oui, avec des illustrations qui peuvent servir de paradigme. Quand tu lis le jeu, tu penses tout de suite à du Miyazaki, quoi. Voilà. Immédiatement, ne serait-ce que par les illustrations. Tout à fait. Ceci dit, tu pourrais... moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que l'auteur voulait m'amener vers un univers un peu à la Miyazaki, et je me suis dit, on pourrait tout à fait faire autre chose, quoi. Et donc, du coup, ça... Ouais. Alors, je dis pas que tu pourrais faire un univers comme Warhammer 40 000. Avec Prosopopée, impossible. Alors, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de violence. Voilà, tu pourrais partir dans d'autres directions, quoi. Il n'y a pas de trône. Ouais, bon, bref. Donc, oui.
Ouais, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est l'univers pour la vous. question que tu nous as posée quelque part, c'était qu'est-ce qui nous séduisait, qu'est-ce qui pour nous attire dans un jeu, qu'est-ce qui fait qu'un jeu va nous faire bloquer, qu'est-ce qui va nous appeler vraiment. Eh ben, pour Vincent comme pour moi, l'instrument de séduction absolu d'un jeu, c'est l'univers qu'il propose, c'est ce qui va nous faire rêver. Comme d'ailleurs dans une œuvre de fiction, c'est ce qui rapproche le jeu de rôle pour nous d'une œuvre. Tu leur as posé la question chose. de quelle était leur subjectivité. Je pense qu'ils ont le droit d'en avoir une différente. C'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est je comprends pas ce qu'ils entendent par univers en fait jusqu'à maintenant. Parce que du coup, c'est. Tu vois, Prosopopée, moi je l'ai presque lu comme un système de jeu, Ouais. comme Fiasco par exemple. C'est plus comme un système de jeu que comme une combinaison système-univers. En fait, ouais. Si tu prends un jeu comme Ami, Aventure dans le monde intérieur, chez les ludopathes, c'est pas particulièrement un univers qui me séduisait au départ, et le monde intérieur, tout ce qui va autour, et en plongeant dans l'ouvrage, en lisant petit à petit, en découvrant son background, j'ai plongé dans un univers riche qui a nourri mon imaginaire. C'est quelque chose qui m'a donné envie de jouer tout de suite. J'ai eu des idées de campagne, j'ai eu des idées pour exploiter la chose. Il y avait quelque chose qui nourrissait mon imaginaire et qui m'amenait à rêver. Ce que je trouve, par exemple, Hollow Earth Expedition n'a pas dans le même style. C'est-à-dire que Hollow Earth Expedition, c'est plus un jeu de one-shot, en fait. C'est le même nom dans une langue Et différente. la manière dont c'est fait dans la gamme officielle où il y a des scénarios, tous les scénarios sont one-shot. Il n'y a pas de véritable campagne. C'est-à-dire que, ou même quand il y en a quelques-unes, il y en a une dans Raiders of Adventure au moins, ta campagne, tu la joues et à la fin, c'est terminé. T'as plus rien à faire. C'est vrai que c'est un truc qui m'a ennuyé dans Hollow Earth. L'aventure se poursuit pas. Alors que dans Ami, t'as de quoi rêver. Tu lis même la partie règles te fait rêver, ce qui est quand même incroyable. Quand tu lis dans le premier supplément, dans l'almanach arcadien, la partie des invitations ou des événements historiques que tu peux ajouter pour compléter l'historique d'un PJ, putain, c'est un truc qui est fascinant. Chaque historique te donne envie de faire un scénario, te fait rêver, te donne envie de faire des recherches sur Donc la période. en fait, il y a un truc. Ça y est, j'ai compris. L'univers pour vous, c'est le contenu présent dans la base qui raconte l'historique du monde avant que les PJ n'arrivent. C'est l'imaginaire déployé dans lequel les PJ vont aller s'amuser. D'accord, mais du coup, Prosopopée a un univers, les couleurs. Excuse-moi, je te interromps tout le temps. C'est En le canon fait. esthétique en 2 mots. Quoi. Le canon esthétique. Bah, Mais il y en a c'est un ça, dans l'univers, Prosopopée. finalement. Ouais, mais C'est pas seulement les canons esthétiques, c'est pas les règles qui décrivent la chose, c'est même pas la manière dont c'est présenté. C'est la richesse de l'univers qui est donnée aux joueurs pour qu'ils puissent évoluer dedans. Pour C'est moi, la c'est ça, richesse la richesse narrative, c'est tout le potentiel que recèle l'univers. ouais, mais tu vois, c'est ça. Dans Prosopopée, l'harmonie, le vide, ce genre de concept, c'est vachement riche aussi quelque part. Oui, mais est-ce que c'est riche d'intrigue? Je parle de loin, la prosopopée, je l'ai Ouais, pas, d'accord. je peux très bien parler de Monostatos, c'est pas le cas de prosopopée. Mais voilà. Le Monostatos, il y a un univers au sens où tu l'entends. Parce qu'il y a des pays qui sont décrits. Il Oui, y a des... t'as un lieu qui est riche d'intrigues, d'interactions, de possibilités, d'aventures, tu rêves en lisant, tu découvres quelque chose qui t'amène plus loin. Prosopopée, moi je m'étais Vincent. posé la question du long terme sur le jeu en fait. C'est-à-dire je vois bien Prosopopée en one shot, mais je me suis dit est-ce que je peux faire jouer toutes il est les fait semaines pour à ça, ça hein. quoi? Il est fait pour le long terme. Enfin, non, Ah pour oui, le one shot. il est fait pour le one shot, Il est fait ouais. pour le one shot. Mais t'arrives un peu ex nihilo en fait. Il y a rien je trouve qu'il y a pas assez Ah oui, de matériel dedans qui te donne des pistes pour créer. En fait. Bon, de toute façon, J'aime beaucoup la démarche de Fred dans ce jeu, mais c'est vrai que quand t'es pas habitué à faire ça, ça reste un exercice difficile. De pas avoir de pistes vraiment créées. Bon, je pense que vous entendriez pas les sur ce que c'est l'univers en fait. C'est ça vraiment le truc. Bon après, Non, c'est ça, mais mais pour peut-être que l'univers, lui, il estime que son système c'est aussi l'univers. Ouais, Moi je c'est trouve ça, que le exactement. système de Exactement. Prosopopée, il est très réussi en fait. mais c'est très intéressant vraiment la discussion. Je te rejoins pour l'univers, Romaric. C'est dommage qu'il soit pas là quoi, vraiment pour. Je te rejoins pour l'univers, mais Allez. j'arrive à comprendre leur point de Oui, vue mais parce tout à que fait. Ça y est, maintenant je sais ce qu'ils relativement entendent par univers. Par univers, ils entendent l'histoire racontée dans la base et sur laquelle les PJ vont pouvoir créer la leur. C'est ça, complètement. hein, C'est pour- Stéphane. c'est Le pour pas nœud dans commencer lequel ils vont qu'ils- pouvoir évoluer. Voilà, c'est C'est-à-dire la richesse de ce qui est déployé devant eux, dans lequel ils vont pouvoir Moi, s'épanouir. je crois que Je pense à un détail. Stéphane, je je suis t'en désolé. prie. Il y a un détail, mais quand tu lis le livre de base de Shadowrun, le livre de base de Warhammer 40 000, quand tu t'aventures dans Ami ou dans d'autres jeux, quelque part, tu vois tout de suite 200 aventures. On peut écrire 200 romans qui se déroulent dans cet D'accord. univers. On peut le déployer dans toutes les directions. On peut tirer 30 films, 50 films, 60 jeux. On peut faire des tas de choses avec. Il y a des tas d'histoires à raconter, c'est évident, immédiatement. En 5 mots, t'as envie de développer quelque chose et tu peux le faire. Et voilà, pour moi, c'est un truc qui m'attire, cette richesse à exploiter. Moi,
ce qui m'intéresse, et on va devoir conclure parce qu'il commence déjà à être tard dans ce podcast, 1h30 quasiment de podcast. Pas mal. C'est très long pour nos pauvres auditeurs. Moi, ce que je retiendrai de ce podcast, c'est qu'en fait, la façon dont on s'approche d'un jeu, finalement, c'est moins subjectif que issu de nos propres théories à l'égard de ce qu'on conçoit être un jeu de rôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Complètement, C'est pas subjectif. J'aime pas parce que ma sensibilité, etc. Non, pas uniquement. Il y a aussi tout un attirail conceptuel qui vient se greffer aux critiques. C'est quoi un univers ? C'est quoi un système ? C'est quoi un système de résolution ? Mais en fait, t'es Vincent. obligé de faire ça à l'heure actuelle parce que je trouve que actuellement, la production jeu de rôle en France, elle est vraiment de qualité, quoi. Et si tu réfléchis pas un peu à ce genre de choses, tu fais tout de suite des critiques dithyrambiques sur tout, en mettant la note maximale sur tout. Ouais. Parce que t'as pas énormément de déchets, quoi, qui sortent actuellement. Ouais. Toutes les productions en jeu de rôle sont toutes de bonne qualité, quoi. Donc, il faut bien, à un moment donné, que tu réfléchisses à ça pour pouvoir trouver des points de comparaison, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui tourne bien, ce qui tourne pas bien, quoi. Mais c'est bien, schématiquement. Vous nous expliquiez, vous deux, qui est quand même deux gros médias, toi sur Internet, Vincent, avec Sci-Fi, et toi, à l'écrit avec Casus. Avec Casus et à la télévision avec Planète. Oui, alors ça, justement, il faut qu'on en parle aussi. C'est toi, ça, plus ou moins geek, là? Plus ou moins geek, c'est une émission consacrée à la culture geek, donc 50 ans de culture geek, jeux de rôle, manga, cinéma fantastique, littérature, BD, comics, minutes. etc. Ouais. L'émission dure 52 minutes et elle a déjà connu une saison dans laquelle il n'y avait pas de jeu de rôle, jeu de plateau, mais ça a été très largement demandé par la communauté rôliste entre autres, qui envoyait des mails à peu près tous les jours. D'accord. Et donc avec la saison 2 qui va commencer sur Planète Plus No Limites à partir du 6 décembre, nous saurons tous les jeudis soirs en prime time à 20h50, une émission consacrée à la culture geek dans laquelle j'apparaîtrai ponctuellement, une fois tous les 15 jours à peu près, pour parler de jeux de rôle, de jeux de plateau et de grandeur nature. D'accord. Dans le cadre de reportages et de chroniques ludiques où je présente des choses. Donc c'est soit un ambassadeur au top. Faut que tu nous aides là. Il le faut, c'est important. La lutte a été rude dans les studios de chez Darou. Comment ça, la lutte a été rude? Il y avait aussi Guillaume Besançon, je crois, qui était... Il y a eu d'autres candidats, oui, pour le Il y a eu moi, notamment. D'accord, je savais pas. C'est RL qui voulait absolument. Mais... En tout cas, Stéphane, maintenant, voilà, tu as été nommé. Aloïs, désolé, tu as perdu. Bon, alors n'oublie pas, il faut plein de femmes nues. Mais tu es le maillon faible. Il faut des chats. Important. Les chats, ça permet, d'après ce que j'ai compris, quand il y a des chats, les gens regardent. Non, attends. Le but, c'est pas de se pervertir. Marcus, ouais. Le but, c'est pas de se pervertir. Le but, T'as c'est. raison, garde juste le chat. Non, mais. C'est vachement important. Il va être en prime time, là, sur Canal+. Il faut qu'il. Sur Planète Plus No Limite. Ouais, je le reprécise, sinon je vais me faire engueuler par le producteur. C'est une chaîne de Canal, on est d'accord. C'est une chaîne qui appartient à Canal+, oui. C'est une chaîne qui appartient à Canal. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, plus ou moins geek. Soit un bon ambassadeur. Aide-nous, parce que c'est affreux d'entendre les gens dans le jeu vidéo dire oui, notre média c'est le plus interactif et tout, alors qu'il y a le jeu de rôle derrière. C'est horrible d'être. C'est difficile à vivre. Ouais, d'être dans les. Ouais, c'est pas. C'est juste. affreux quand on est prof de juste. devoir prendre un nom d'emprunt sur Internet, Voilà. parce que quand des parents à moi ont découvert Aide-nous. que je faisais du jeu de rôle, ils sont venus me voir comme si j'étais une. Tu vois, Mireille Dumas, quoi. Pas mal. Aide-nous. Cela dit, les choses évoluent. J'ai rencontré des géanistes qui sont professeurs d'école et qui ne se cachent pas du tout et avec qui ça se passe très bien avec les parents. Donc les mentalités évoluent lentement, mais elles évoluent. Ouais, l'endroit où je suis, c'est encore les années 80, tu sais. Je suis aussi là-bas pour parler de jeux de plateau et le jeu de plateau est lui aussi très très mal représenté. Je veux dire, il y a d'immenses succès qui se vendent à des millions d'exemplaires, ce qui n'est plus le cas du jeu de rôle et dont on ne parle pas dans les médias. Donc je suis là aussi pour les D'accord, représenter. bien sûr. Bon, cela dit, en tant qu'ambassadeur du jeu de rôle, je me suis permis d'en caler un petit peu plus que... Et les figurinistes seront malheureux sur cette première saison, mais je leur promets de mettre de la figurine dans la deuxième. Warhammer 40 000. Mais en tout cas, merci pour ce que tu fais, Stéphane. C'est cool sur cette émission et tout. J'ai la chance de pouvoir le faire. Ouais. J'espère ne décevoir personne et le faire au mieux. Déjà, présente le jeu de rôle, ce sera bien. Puis après, tu présenteras les gens qui font des œuvres d'art avec le jeu de rôle, mais ça, c'est une autre mission. Mais ça, c'est une C'est mission plus ta intéressante. mission, du coup. Tu nous as bien expliqué que toi, pour toi, le jeu, c'était d'abord un jeu de divertissement. D'abord un moyen de divertissement Et- qui peut également instruire, mais c'est d'abord un moyen de divertissement. Et je pense que c'est aussi ce que veulent lire les gens, quoi. Mais C'est-à-dire que si on se met à critiquer les jeux de rôle comme des œuvres d'art,
va y avoir un décalage entre les attentes des lecteurs et ce qu'on va faire. Si on Bon, les critique pour œuvre le d'art. propos qu'ils soutiennent, on va pas les J'utilise, critiquer pour le propos qu'ils soutiennent. Il faut qu'on les critique Attention, pour hein, ce qu'ils sont. j'utilise le mot œuvre d'art, c'est le mot absolu, machin, avec toutes les étoiles qu'il y a autour, Le mais pavé dans la mare. dire voilà, ouais, c'est un peu marronnier que de dire jeu de rôle œuvre d'art. Non, mais au moins qui soutient un propos, des idées politiques, que ça puisse être des manifestes politiques, par exemple, le jeu de rôle. Mais Bref, si tu un prends- média en fait. Tu comme vois, la on parlait télévision. d'Ami tout à l'heure. Ami, il défend des valeurs anticolonialistes, la l'égalité Stéphane. des races. Il défend énormément de choses. Mais c'est avant tout un jeu. Avant tout, c'est un jeu. Et un jeu réussi où les joueurs se régalent autour de la table, vivent des aventures exaltantes, apprennent, puisque on sait finalement assez peu de choses sur la fin du 19e siècle, à moins d'avoir été étudiant en histoire. Et à travers le jeu, les gens peuvent apprendre énormément de choses sur cette période qui est extrêmement riche. Mais voilà, il y a aussi de très très bonnes valeurs qui sont un jeu véhiculées au par sens le de jeu. divertissement. Hein. Ne Voilà, n'oubliez tout à pas, fait. chers auditeurs, quand Stéphane parle de jeu, il parle de jeu au sens de divertissement. Mais C'est celui-ci important. transmet aussi de très belles valeurs. D'accord. Donc il est possible de réunir le tout. Eh ben merci à Dans vous Star deux. Wars, par exemple, on va quand même pas jouer un Sith. Bah si, Si. C'est hors de question. Il faut jouer que des Jedi. pas à la même table qu'un Jedi, mais voilà. Bon, en tout cas, merci. Hein. Merci vraiment à vous deux. Merci à toi pour l'invitation. Et puis merci. ouais, j'ai vraiment hâte d'entendre aussi ce que vont répondre Frédéric et Fabien à l'écoute de ce podcast. Comment Complètement. Je suis Ouais. curieux Ouais. d'avoir voir leur leur retour, et puis d'avoir leur retour après la critique dans le prochain numéro de Cassius. Ouais, on verra ça. Allez, à bientôt tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.